Passion MLB, le podcast épisode numéro 37. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec deux hommes ici qui me répondront probablement mal à la question « Comment allez-vous? » Sébastien, comment ça va? Je sais pas. J'ai pas encore tout processé ce qui s'est passé hier, puis dans les derniers jours aussi. Fait que je le sais pas. Donc, Sébastien Berroir va mal, mais il veut pas le dire. C'est Félix ça. Forget, comment vas-tu? Ça va à peu près aussi bien que la défensive des Yankees lors du match numéro 5 de la Série mondiale. OK, fait que ça va pas pantoute, là. Il y Fait avait qu'on à est peu tous près bien à d'arrêter ce ça niveau-là. là. On n'a même pas d'espoir. Hier, il y a eu de l'espoir, là, on n'en a même pas. Là. Non, Non. non. Tu vois, il y a Félix, pour te remonter le moral, il y a Emilio qui demande est-ce que c'est bien Félix Forget de la triple menace, connaissant évidemment très bien la réponse. Et il rajoute c'est une belle soirée pour être un hater. Mais là, Emilio, il n'a pas été là de l'année, puis là, il se présente ce soir. Là. C'est ça que je comprends. Ouais. Moi, je respecte ça. Je respecte le grind, Emilio. Donc, les boys, grind, c'est un évidemment. gros mot quand même. Grind, c'est un gros mot quand même. C'est pas grave. Il est là. Il est là. Il est là. Il y a Mathieu ici qui, Sébastien, t'offre ses sympathies. Donc, je pense que ça va être ce genre de show-là. Oui. C'est gentil. Parce qu'évidemment, vous comprendrez qu'on ne parlera pas de ce qui s'est passé au mois de juillet passé ou ce qui va se passer en juillet prochain. Le timing fait en sorte que on a fait notre dernier épisode la veille du premier match. Et là, finalement, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que cette série-là se termine en 5 matchs. On a, j'allais dire la chance, je ne pense pas que les gars vont trouver que c'est le bon mot. On a l'opportunité de faire ce podcast-là une fois la série mondiale terminée. Messieurs, je ne sais pas par où commencer exactement. Sébastien, par où tu veux commencer, Sébastien? C'est ça, là. Par où tu veux commencer? Je sais pas. Moi, je suis juste là pour ne pas avoir d'amende, hein, parce que je sais que tu es un tyran, que tu vas me donner une amende si je ne suis pas là. Fait que je répondrai à aucune question ce soir. Excellent. Félix, droit de réplique? Écoute, par où commencer? Je pense qu'il faut parler de la 5e manche d'hier. Je pense que c'est le. Je pensais que tu allais dire le 5e amendement, parce que là, je ne l'aurais pas trouvé drôle. Là, je veux pas que ce soit un monologue, ce show-là. Là. Non, mais écoute, on va parler baseball. En fait, on va parler d'horrible baseball quand même, parce que parlons de cette 5e manche-là. Une 5e manche, je pense que les Yankees n'auraient pas pu imaginer un pire scénario. On savait que la grosse faiblesse des Yankees, le truc qui était inquiétant pour cette équipe-là, c'était la défensive, surtout à l'avant-champ. Ça avait été difficile cette année. On avait beaucoup parlé de Gleyber Torres qui avait eu ses ratés. Anthony Volpe qui n'a pas été parfait non plus. Au premier but, on savait qu'Anthony Rizzo était amoché. Jazz Chisholm qui prenait un but, le 3e but sur le tas. Ça a été. Il y a eu beaucoup de portes tournantes quand même. Puis on savait que c'était peut-être quelque chose qui allait couler l'équipe. Et mon Dieu, que ça a coulé l'équipe de manière spectaculaire hier. Une erreur d'Aaron Judge au champ centre qui. Un ballon de routine l'échappe complètement. Une erreur de concentration totale. Anthony Volpe qui n'est pas capable de faire un relais à Josh Chisholm au 3e but pour aller chercher un retrait qui aurait vraiment été utile dans cette manche-là. Et le fameux jeu, un frappeur plus tard quand Mookie Betts est au bâton. Le fameux jeu qu'on va revoir des dizaines et des dizaines, et même des centaines, peut-être même des milliers de fois avant le début de la prochaine saison. Un roulant frappé en direction d'Anthony Rizzo. Garrett Cole ne va pas couvrir le premier but. Mookie Betts se rend au premier but et après ça, l'hécatombe totale, les Dodgers qui marquent 5 points dans cette manche-là. C'est épouvantable. Les Yankees ont été coulés par leur grande faiblesse, ont été coulés par un jeu qu'on pratique au camp d'entraînement dans le Bantam. C'est pas au camp d'entraînement des majeurs, au camp d'entraînement du Bantam. Puis c'est encore une erreur qui a coulé cette équipe-là. Puis c'est dommage. C'est dommage, je pense à des gars comme Giancarlo Stanton, comme Juan Soto, comme des gars qui ont tellement donné dans ce parcours en série-là, même à la limite des Aaron Judge, qui n'a peut-être pas eu des grandes séries, mais qui a tellement donné à cette équipe-là dans les dernières années. C'était l'année pour les Yankees. C'était l'année, leur fenêtre d'opportunité était là. Les gros méchants Astros n'étaient pas là. Les Orioles n'étaient pas encore vraiment une menace. L'opportunité était là. On avait Juan Soto pour 1 an et on n'a pas su capitaliser. On s'est effondré au pire moment. Puis c'est épouvantable que les Yankees aient perdu de cette façon. Moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça,
Je lisais un texte de Joel Sherman, puis dans le texte, il mentionnait que dans les pre-scout meetings, donc dans les rencontres avant le début de la série, pour un petit peu briefer les joueurs sur ce qu'il faut s'attendre, ce que les Dodgers auraient dit à leurs joueurs, c'est que les Yankees, c'est du talent au-dessus des fundamentals, donc des petits jeux de base qu'il faut pratiquer. Fait qu'eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est mettez de la pression sur les sentiers puis forcez-les à faire des erreurs. Puis c'est exactement ce qu'on a vu dans la manche numéro 5, puis c'est exactement ce qu'on voit dans les commentaires là, que je vois à droite, que ce soit Olivier Laverdière ici, que ce soit mon père, peu importe, il y a bien des gens là, qui mentionnent cette 5e manche-là qui n'a pas de bon sens en série mondiale. Et Sébastien, moi, l'impression que j'ai avec Garrett Cole, c'est qu'il s'est dit comme OK, c'est un roulant de base, je m'en suis sorti, j'ai réussi à passer à travers cette manche-là. Mais tu regardes la reprise des milliers de fois, là, comme Félix l'a dit, qu'on allait le voir prochainement. Tu le vois pointer comme ça, Rizzo. Tu pointes qui? Tu pointes qui, man? Tu penses-tu que c'est Anthony Volpe qui va faire un jeter puis qui va aller couvrir le premier but? C'est à toi de le couvrir, là, voyons. Puis le pire, c'est qu'il pointe Rizzo après avoir commencé à courir. Je le comprends pas, ce jeu-là. Il a fait le bon jeu. Là. Il a commencé à courir dès le début vers le premier coussin. Et là, c'est arrêté en voyant que Rizzo était à 5 pieds du premier but. Oui, Rizzo aurait pu faire le jeu, mais ce n'était pas un jeu évident pour lui. La balle avait beaucoup de spin. Il fallait qu'il recule, qu'il prenne un pas de recul pour bien la saisir. Et là, Rizzo, dans sa tête, lui, il se dit mon lanceur, mon meilleur lanceur, qui est là depuis des années, qui a remporté le trophée Cy Young, va être présent au premier coussin. C'est sûr et certain. Comme on l'a dit, c'est un jeu qui se pratique au camp d'entraînement. C'est un jeu qui se pratique dans les petites ligues. On l'a vu au mois d'août, les lanceurs des petites ligues, ils se rendent au premier but sur chaque lancé, sur chaque balle en jeu. Donc, Rizzo, lui, s'est dit, je m'assure que le jeu est fait, je remets la balle à Cole. Et Cole qui, pour aucune raison valable, arrête de courir. Et là, comme tu l'as dit, Charles pointe vers Rizzo. Mais à partir de ce moment-là, c'est terminé. Là. Mookie Betts est en pleine course. Rizzo, il a les 2 pieds dans le ciment parce qu'il s'attend à faire un relais vers le premier but. Ouais. Donc, il n'y a pas de jeu. Je ne m'explique pas ce jeu-là. Je ne comprends pas. Non, il y a quelque chose, juste rebondir un petit peu là-dessus. Rizzo, quand on regarde beaucoup les matchs des Yankees, on remarque qu'il y a une tendance à ne pas faire la course vers le premier but. Il y a une tendance à faire le relais au premier but. C'est quelque chose qu'il fait à répétition. C'est pas un gars qui, habituellement, va aller faire le retrait par lui-même. Puis peut-être que Cole l'a oublié une seconde. Peut-être que c'est dans l'émotion du moment et tout. Puis c'est quand même Cole venait de sortir de quelque chose de gros. S'il se dit, waouh, je viens de sortir de quelque chose qui répète un point tournant et tout. Puis erreur de concentration, quelque chose. Puis tu vois, peut-être que Cole court au premier, bat pas Mookie Betts. Puis Rizzo fait le relais. On n'en parle même pas parce que Betts a vraiment juste battu le relais. Mais le fait qu'il n'ait pas couru, le fait que Rizzo ait vraiment pris son temps avant de lancer la balle, puis c'était pas une balle facile à jouer, mais c'était vraiment un jeu bizarre pour plein de raisons. Je pense que Rizzo est imputable, je pense que Cole est imputable, je pense qu'il faut donner du crédit à Mookie Betts d'avoir vraiment donné cet effort-là parce qu'il a donné une bonne chance. C'est ça, si Mookie Betts, cet effort-là, a littéralement donné cette manche-là aux Dodgers, a peut-être donné la série mondiale aux Dodgers, puisque là, qui sait ce qui arrive si les Yankees dominent le match 5, on retourne à aller pour le match 6, tu ne sais pas ce qui arrive à ce moment-là. Ça change tout, ça. Ça change tout. Bon, on parle de la course de Betts. Là. Si je ne me trompe pas, le Mookie Betts, il ne part pas sur les chapeaux de roue. Là. Il s'est mis à courir quand il a vu que Cole ne se rendait pas au premier but. Donc, si Cole court, se rend au premier but, pour moi, là, il y a 97% des chances qu'il arrive avant Mookie Betts parce qu'il n'est pas parti sur le contact. C'est une raison de plus que tu viens de mentionner, Félix. Tu sais que Rizzo, il ne courra pas au premier but. Tu es en série mondiale. Si ce jeu-là arrive le 2 juillet, je peux comprendre. Garrett Cole est de retour d'une blessure, pas encore dans le match. Là, tu es en série mondiale. Tu es un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Tu dois faire ce jeu-là, même si, oui, il y a la notion d'être peut-être un petit peu déconcentré par ce qui vient de se passer. On peut le comprendre. Aaron Judge non plus ne doit pas faire cette erreur-là, si on va y revenir, mais tu dois quand même être dans le moment, même si tu viens de retirer 2 gros frappeurs des Dodgers. C'est impardonnable, malheureusement. Je veux qu'on parle de cette manche-là. Je vous ai soumis la question hier. Je veux vous entendre le dire ou le contredire, peu importe. Sébastien, pour toi, si on prend évidemment juste les manches de série, là, je ne te parle pas d'une manche catastrophique qui aurait pu arriver entre les Rockies et les Marlins en mai 2023. Là, ça, je m'en fous. Là. En séries éliminatoires, ou du moins dans une course aux séries, un match important, est-ce que c'est la manche la plus catastrophique en termes de
de pas savoir comment jouer au baseball depuis la fameuse manche du bat flip où les Rangers avaient fait 3 erreurs de suite. Ça avait permis à Russell Martin et à son coureur suppléant de se rendre au 3e. Pour moi, la réponse est oui. Pour moi, c'est la manche la plus catastrophique depuis ce temps-là. Est-ce que as-tu d'autres exemples que tu trouves qui s'inscrivent là-dedans ou pour toi, vraiment, c'est la pire depuis ce temps-là? Ben, c'est la pire parce qu'en plus, c'est sur la plus grosse scène. Tu es rendu en finale, tous les projecteurs sont rivés sur eux, puis tout est en plein contrôle du match, plein contrôle. Les Dodgers ne sont pas là du tout. Tu as Garrett Cole qui, lui aussi, est en plein contrôle de la situation. Cette manche-là ne peut pas arriver. Ça ne peut juste pas survenir. Tu as une balle frappée par Tommy Edman au capitaine, à un joueur qui vient de faire un catch extraordinaire dans l'allée de gauche. Il venait de frapper un circuit important en début de match. Il venait de frapper un circuit important. Va falloir en parler. On parle beaucoup des performances d'Aaron Judge en série. Est-ce que la scène est trop grosse pour Aaron Judge? Je comprends pas. Je comprends pas les performances au bâton. Puis je comprends pas qu'il puisse échapper une balle comme ça au champ centre. Je ne dis pas si c'était une balle qui était frappée dans l'allée, qu'il la touche du bout du gant. Il y avait même pas, il était rendu à la balle. C'est même pas un jeu difficile, c'est un jeu de routine. Il a levé les yeux pour regarder vers le coureur. Tu peux pas faire ça. Est-ce que la pression est trop grosse pour lui? On va le voir probablement dans les prochaines années, mais depuis le début de sa carrière, là, c'est très, très difficile en série au bâton. Puis là, ben, tu rajoutes des difficultés en défensive. C'est pas très bon pour son héritage. Je te la pose la question, Félix, parce que je la trouve bonne, justement. Est-ce que la scène de la Série mondiale est trop grosse pour Aaron Judge? Honnêtement, c'était en tant que fan des Yankees, c'était tellement difficile d'expliquer ce qui s'est passé avec Aaron Judge dans ces séries-là. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire non, parce que les 2 derniers matchs, on devait avoir des meilleures présences au bâton. Tu sais, les 3 premiers matchs, c'était épouvantable. C'était un rétro au bâton automatique. Puis, au 4e match, pas nécessairement la grosse production, sauf en fin de match, quand c'était déjà une affaire qui était déjà terminée. Mais, tu sais, avec quand même des bonnes présences au bâton. Puis, il a quand même tapé son circuit, un gros circuit en début de match, lors du match numéro 5. Fait que, tu sais, on sait qu'il est capable de frapper. Il a fait un gros jeu en défensive et tout, mais Aaron Judge, tu sais, qu'on vante tellement comme étant ce gars-là qui est intraitable, tu sais, qui la pression ne l'affecte jamais et tout, tu sais, qui gère le Bronx comme personne d'autre est capable de le faire. Sérieusement, c'est à n'y rien comprendre. Ce que Aaron Judge a fait dans cette série-là, mais aussi depuis le début des séries, ça avait l'air vraiment d'un gars qui était dépassé par le moment. Peut-être qu'il essayait d'en faire trop. Un gars qui sait que sa carrière avance tranquillement pas vite, puis qu'on arrive vers les dernières années, puis il voit sa chance arriver, qu'il va faire un petit peu trop. Puis, on l'a vu toute l'année. Ce gars-là, quand il est en forme, il va frapper toutes les balles. Il va voir toutes les balles, il va frapper 3 circuits par match, puis tu vas dire, ah, OK, petite soirée pour Aaron Judge, il frappe 3 circuits. Mais tu sais, là, il est en retard sur les rapides, il est en retard sur les balles cassantes, il est en retard sur tout, il ne voyait rien, ses élans étaient mauvais, mauvais, mauvais. Puis c'est vraiment voir tout ce qui a changé aussi rapidement. Ma seule théorie, qui est la meilleure que j'ai en ce moment, c'est qu'avant le début des séries, lui et Giancarlo Stanton sont entrés dans des machines, puis Aaron Judge a transmis ses pouvoirs à Giancarlo Stanton. C'est la seule théorie logique que j'ai trouvée pour expliquer ça en ce moment. Si quelqu'un a une meilleure, je suis ouvert, mais c'est la seule que j'ai en ce moment. J'ai aucune meilleure théorie. Mais c'est ce qui me fait peur aussi. J'ai une meilleure théorie qui vient de mon père. Peut-être qu'il est blessé. Ben, oui, mais Freddie Freeman était blessé. Oui. C'est le MVP de la Série mondiale. Il jouait blessé. On l'a vu dans la série précédente. C'était vraiment pas facile. Oui, il allait un petit peu mieux parce qu'il y a eu pratiquement une semaine de congé, mais il jouait blessé et ça n'a pas paru. Donc, peut-être qu'Aaron Judge était blessé, mais il doit quand même mieux performer qu'il l'a fait. Puis ce qui me fait peur aussi, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sa saison record de circuit, le dernier mois de l'année, alors que toute la pression était sur lui, on ne l'a pas vu. C'est vrai. On dirait qu'il y a un pattern qui est en train de se créer où dès que la pression arrive sur Aaron Judge, à ce moment-là, c'était seulement sur lui. Là, c'était sur les Yankees en entier, mais c'est le capitaine, donc il y a beaucoup de pression qui arrive sur lui. Il ne semble pas performer. Puis oui, il y a eu des meilleurs élans dans les deux derniers matchs, mais il faut se rappeler aussi que le premier, c'était un bullpen day. Et le lendemain, Flaherty lançait des ballons de plage. Donc, qu'est-ce qui est imputable à qui, je ne le sais pas. Probablement que Judge s'est ajusté un peu, mais ce n'était pas comme en début de série non plus. Là.
Puis pour revenir au point des blessures aussi, tu sais, hier, c'était sur Twitter une interaction, je pense que c'était Ben Verlander puis Foolish Baseball, je ne me trompe pas, il y avait comme un débat sur les performances en série de Shohei Ohtani et tout, comme quoi, tu sais, il n'a pas une grande série mondiale non plus, mais il était dans l'alignement. Puis si t'es dans l'alignement, je m'excuse, mais t'es quand même tenu à des standards. Si t'es trop blessé, je joue pas. Mais si t'es dans l'uniforme, t'es dans l'alignement, tu dois produire. C'est aussi simple que ça, c'est la série mondiale. Puis peut-être qu'il était blessé, mais s'il était blessé au point où il n'était pas capable de performer, c'était peut-être à lui de dire à Aaron Boone, gars, je ne suis pas en mesure de jouer en ce moment. Je ne sais pas à quel point il était blessé, peut-être à la limite fatigué. C'était une première année vraiment à temps plein dans le champ centre pour lui, puis ça a peut-être commencé à prendre prendre une charge sur lui, puis quand même des séries émotives. C'est rendu loin en série, c'est sa première série mondiale en carrière. Peut-être que ce niveau-là, la blessure, ça sortirait vraiment de nulle part. Puis c'est vrai qu'il y a des gars qui jouent avec des blessures qu'on ne connaît pas, mais s'il était dans l'alignement, il est quand même tenu à un certain standard. Puis s'il ne l'a pas atteint. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, le cas de Judge qui fait beaucoup jaser là, dans les commentaires. Olivier qui nous mentionne si la scène est trop importante pour Judge, il n'aurait pas signé avec les Yankees. Denis qui nous mentionne qu'il y a eu sa première erreur de l'année au mauvais moment. Et Mio qui nous mentionne qu'Aaron Judge était costumé pour l'Halloween, un Derek Jeter Great Value. Félix, on s'est amicalement ostiné sur Messenger sur le cas de Garrett Cole. Donc, ostinons-nous amicalement dans le cadre du podcast. Dans le fond, on parlait de Garrett Cole. Moi, j'ai mentionné que est-ce qu'il avait bien lancé? Oui, mais est-ce qu'il avait eu une bonne sortie? Non. Pour moi, il n'a pas eu une bonne sortie parce que il est supposé être celui qui t'amène au prochain niveau. Il est supposé être celui, pas juste qui fait bien, mais qui fait gagner son équipe. Même si les points n'étaient pas mérités, les 5 points ont découlé, oui, de l'erreur de Judge, oui, de l'erreur d'Anthony Volpe, mais surtout de la sienne. Parce que s'il avait couru au premier but, c'est 5-0, on retourne au banc, puis on finit là, puis on se dit, waouh, il a réussi à sortir de ça, puis aller chercher 5 retraits dans une manche parce que ses 2 coéquipiers l'ont laissé tomber. Donc, pour moi, à ce niveau-là, même si je le reconnais qu'il a bien lancé avant puis après ça, mais à ce moment-là, il n'a pas livré. Puis même après sa job, il y avait 2 retraits. C'était quoi? C'était d'aller chercher le retrait au bâton. Mais il a quand même donné 4 points supplémentaires à ce moment-là. Donc, il n'a pas été parfait pour moi, Garrett Cole. Puis à mes yeux, il n'a pas été le lanceur dont les Yankees avaient besoin. Il n'a pas été parfait, je suis d'accord avec toi. Évidemment, c'est une erreur qui a coûté cher à son équipe et tout. Puis écoute, pour revenir après l'erreur avec Anthony Rizzo et tout, tu sais, on sentait vraiment que Garrett Cole était épuisé à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il était vraiment brûlé mort au monticule. Il cherchait son souffle vraiment entre les lancers. Puis c'est rare. Moi, ça fait quelques années, Sébastien, corrige-moi si je me trompe, là, c'est vraiment une des premières fois que je le voyais autant fatigué sur le monticule et tout. Puis c'était quand même assez particulier parce que son compte de lancer n'était pas particulièrement élevé. Il était sur un repos complet et tout. Donc ça, c'était vraiment étrange à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est sûr que je pense que peut-être que je le vois plus comme étant sa performance sur le monticule que sa sortie en tant que telle. Mais hier, Garrett Cole a tellement donné une chance à son équipe de gagner. Puis oui, il y a eu la 5e manche. Oui, il y a eu l'erreur, il y a eu l'hémorragie un peu et tout. Puis tout est comme arrivé au pire moment. Mais tu regardes ça, tu regardes son départ en tant que tel. Puis c'est quand même 7 manches, ou 6 ou 7, en tout cas 6 ou 7 manches. 6 points, c'est ça. Puis tu regardes ça, puis c'est ça, 100 points mérités. Puis le voir sur le monticule, il était dominant. Les gars, il est passé dans la mitaine un après l'autre. Est-ce que c'est évidemment, je suis d'accord avec toi, il est attribuable, il faut y attribuer une partie de cette défaite-là, de cette 5e manche épouvantable-là, mais si Judge n'a pas fait le jeu, si Volpe n'a pas fait le jeu, si Rizzo n'a pas fait le jeu, à un moment donné, tu ne peux pas tout mettre ça sur les épaules de Garrett Cole, selon moi. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on a un petit désaccord. Oui, je suis d'accord qu'il faut qu'ils sortent les Yankees de cette situation-là, mais il a fait plus que sa part dans ce match-là. Il a lancé, au-delà de cette manche-là, là, toutes ses autres manches, toutes ses autres présences au bâton étaient tellement dominantes, puis n'a jamais vraiment été inquiété au-delà de ça. Est-ce que c'est idéal qu'il ait accordé ces 5 points-là? Non, mais pour moi, ça a été tu peux pas vraiment demander mieux d'un gars comme Judge au-delà de ce qui est arrivé en 5e manche.
Moi, ce que j'ai pas aimé, on dirait, j'ai l'impression que ça partait de la veille aussi, dans le sens où Aaron Boone s'est présenté pour le match numéro 4 et il dit « Ouais, on a décidé que Garrett Cole ne lancerait pas ». Ce qui, tant qu'à moi, était la bonne décision de ne pas le faire lancer pour le match numéro 4 en raison de son historique de blessure. Ce que j'ai pas aimé, c'est quand tu as rajouté « Ouais, puis Judge, il était bien d'accord avec ça, puis il a pas ostiné ». Moi, Sébastien, j'aurais aimé ça, voir Garrett Cole débarquer dans le bureau de son gérant et dire « Donne-moi là la balle, on fait face à l'élimination, je veux pas qu'on se fasse balayer en 4 sans avoir eu cette balle-là ». Même si ce n'est pas nécessairement la chose qu'il y avait. Donc, moi, je l'ai trouvé, écoute, c'est peut-être pas fair de le dire, j'ai trouvé un peu princesse là-dessus de dire non, moi, j'attends mon départ, c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, quand ça ne fonctionne pas, ben, on pointe du doigt, puis on donne les 5 points au mauvais moment quand tu as besoin d'aller chercher le retrait au bâton. Je pense que c'est tout ça aussi que je n'ai pas aimé nécessairement de cette performance-là, même si je reconnais qu'avant et après, surtout avant, là, je veux dire, les 2 premières manches, là, Jérôme en veut un lanceur aussi dominant. Là, il a très, très, très bien commencé le match, mais il n'a pas été pour moi le lanceur dont les Yankees avaient besoin. Donc, Sébastien, je te pose la question, bonne ou mauvaise sortie pour Garrett Cole hier? Sans aucun doute, bonne sortie. Là, par contre, il y a plusieurs points que tu as amenés. Là. Ton point de vouloir la balle, je le comprends. Puis, je vais nous ramener au premier match quand Aaron Boone est sorti de l'abri pour l'enlever de la rencontre. J'étais avec des chums, j'ai dit c'est sûr qu'il ne sort pas de la rencontre. Il va dire à Boone, tu me laisses ici, je finis le travail, comme il l'a déjà fait par le passé. Puis, ça n'a pas été long, il est sorti. Comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Ouais. Ce qui me fait me poser des questions sur son état de santé. Est-ce qu'il est à 100%? Je ne crois pas. Il est revenu d'une blessure en début de saison. Puis le fait que Aaron Boone n'ait même pas pensé à ramener Garrett Cole alors que le sort des Yankees était en jeu, ça me fait penser que probablement il n'est pas à 100%, ne pouvait pas lancer avec un court repos. Ça, c'est une chose. Est-ce que Cole est allé parler à Aaron Boone? Le Boone a dit que c'était la situation, que Cole était d'accord, que c'est ça qu'ils ont décidé. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais pour moi, ça dénote quelque chose qui cloche un petit peu pour l'état de santé de Cole. Maintenant, est-ce que c'est une bonne sortie, une mauvaise? Comme je l'ai dit, pour moi, c'est une bonne sortie. John Smoltz l'a dit, c'est quasi une sortie historique dans les standards modernes, 108 lancés. Ça ne s'est pas bien passé sur un jeu. Je comprends que par la suite, il devait revenir pour essayer de retirer les frappeurs des Dodgers, mais il venait déjà d'en retirer 2 au bâton. Puis là, c'était Freddie Freeman, Teoscar Hernandez. C'était pas nécessairement évident. Puis je pense qu'il y avait un petit peu d'épuisement aussi. Aaron Judge qui commet une erreur, Anthony Volpe tout de suite après en commet une autre. À un moment donné, mentalement, ça devient difficile de surmonter ça, l'avait fait. Et là, probablement qu'il se mettait la pression parce que lui-même avait commis une erreur. Donc, ce n'est pas nécessairement évident à ce moment-là. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'il est revenu par la suite. Et il n'était pas vraiment touchable à ce moment-là, comme il l'était en début de match. Donc, il a démontré beaucoup de caractère. C'est ce qui me fait dire aussi que c'est une bonne sortie. Puis il y a l'aspect mental aussi, je vais revenir juste sur ce petit point-là que tu disais, Sébastien. On parle d'un gars qui, il y a quelques années de ça, le premier départ de la saison, avait eu son premier départ ruiné par un hymne national qui avait duré 5-6 minutes de trop. Mentalement, Garrett Cole est sur le terrain en tant que lanceur, pas beaucoup de gars que je préfère avoir que Garrett Cole. Mais si mentalement, ce gars-là se dit je me sens pas à l'aise, je me sens pas prêt à lancer, ça aurait été une catastrophe de l'envoyer au match 4. Puis ça aurait été une implosion. On aurait probablement eu 3 points mérités après 2 manches. Puis la sortie de Jack Flaherty hier, ça aurait probablement été à ça qu'aurait ressemblé Garrett Cole au match numéro 4. Peut-être que dans une année où est-ce que Cole, mettons l'an passé, Cole joue toute l'année, est dominant toute l'année, n'a pas vraiment de problème de santé. Peut-être qu'à ce moment-là, il va voir Boone et il dit match 4, de ma balle, je vais y aller. Mais là, je pense que dans les circonstances, on parlait de comme quoi, Judge, s'il n'était pas en santé, aurait dû aller dire à son gérant, gars, j'y vais pas, je suis pas en état de jouer, puis je nuis à l'équipe plus qu'autre chose. Je pense qu'il y a peut-être de ça dans la décision de Garrett Cole. Garrett Cole a réalisé que s'il lançait ce match numéro 4-là, aurait nuit à son équipe plus qu'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'est pas trop obstiné. Il a dit que Louis Hill est capable de faire le travail et il a connu un super bon départ quand même, Louis Hill, dans ce match numéro 4-là. Donc, je pense qu'il y a peut-être de ça aussi dans la non-volonté de Garrett Cole de vouloir lancer. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est pas tant, comme je l'ai dit, la décision en tant que telle, honnêtement, je la comprends parce que probablement que tu as raison puis qu'il n'aurait pas été. Tu sais, si j'avais été un gérant, probablement que je ne l'aurais pas amené pour le match numéro 4, mais c'est.
le bulldog en lui, il y a mon père qui mentionne, il y a juste Scherzer puis Bumgarner qui veulent lancer dans toutes les situations, mais il faut que ton lanceur numéro 1 veuille lancer dans ces situations-là. Puis tu mentionnais, écoute, un Judge, s'il n'est pas capable de jouer et qu'il est trop blessé, il devrait le dire. Mais un joueur de balle, ça ne veut pas sortir du terrain de balle. Puis je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la même chose pour ce lanceur-là, de dire je la veux, la balle, je veux lancer dans le grand moment. Puis après, c'est la job du gérant de le freiner. Puis d'après moi, c'est vraiment comme Boone l'a décrit que ça s'est passé parce que si Garrett Cole avait vraiment été insisté puis avait tordu le bras à son gérant pour dire moi, ça me tente de rentrer, ça me tente de lancer le match numéro 4, ben, le gérant, il l'aurait dit. Pourquoi? Parce que là, sinon, s'il ment, ben, il fait mal paraître son lanceur. Puis c'est pas la job d'Aaron Boone de faire mal paraître son lanceur. La job d'Aaron Boone, c'est de dire vous voulez chialer sur quelqu'un, c'est sur moi que vous chialez, laissez mes joueurs tranquilles, laissez-les se préparer. Fait que moi, ça me laisse croire que Aaron Boone dit la vérité. C'est ce que j'ai de la misère avec que Garrett Cole pour le moment. Tu as parlé du fait qu'il est facilement. C'est facile de le déranger mentalement, de le sortir de sa routine, appelons ça comme ça. Donc, écoute, je respecte la sortie qu'il y a eu avant et après la 5e manche, mais on dirait que tout ça mis ensemble me fait dire on dirait que c'est pas le lanceur qui va t'amener au prochain niveau. C'est le lanceur qui va t'aider à gagner des matchs. C'est pas lui que tu vas suivre. Puis, Sébastien, corrige-moi si je me trompe, ça n'a pas l'air d'être le gars non plus, en règle générale, là, pas juste en série mondiale, mais que les gars suivent le plus. Là. Je me souviens d'un moment donné, je me souviens pas si c'était une chicane contre, je me souviens plus quel joueur, peut-être Vladimir Guerrero Jr., là, des Blue Jays ou quelque chose comme ça. Puis Alec Manoah. C'était contre Manoah, c'était exactement ça. Puis il s'était mis à chialer, puis à crier, puis on dirait que ses coéquipiers le regardaient, puis il faisait pas grand-chose. Mais quand Judge avait regardé ses coéquipiers, puis qu'il avait dit « Hey, calmez-vous », tout le monde s'était assis, puis tout le monde s'était mis en rang. Les gars, on dirait qu'ils n'écoutent pas Cole. On dirait que Cole, c'est un excellent lanceur pour ce qui est, mais il n'est pas le meneur dont les Yankees ont besoin. Puis écoute, c'est pas tout le monde qui peut être un meneur, je comprends, mais s'il pouvait l'être peut-être un petit peu plus, j'ai l'impression que ça aiderait les Yankees. Ben, moi, ça va juste ramener la question qu'on s'est posée il y a quelques semaines. S'il se sort de son contrat et que tu dois décider entre Juan Soto et Garrett Cole, qui vous prenez? Moi, j'avais dit que je prenais Juan Soto. Juan Soto a un impact beaucoup plus important, selon moi, que Garrett Cole chez les Yankees. D'autant plus que les Yankees ont déjà 6 partants présentement. Je ne dis pas que c'est toutes des vedettes, mais au moins, tu as déjà une profondeur dans la rotation. Donc, sans aucun doute, tu ramènes Juan Soto et tu laisses partir Garrett Cole. Mais en même temps, je ne crois pas une seconde qu'on va laisser partir Garrett Cole. T'sais, même s'il sort de ce contrat, on va juste y ajouter une 10e année. Puis, parce que oui, le choix entre les deux, je comprends ce que tu veux dire par là. Mais c'est un scénario hypothétique, Félix. Oui, non, je sais vraiment. Non, puis je suis conscient, mais il y a aussi le fait de l'argent imprévu, c'est une année d'option que tu ajoutes au bout. Tu sais, je peux pas croire que Garrett Cole, même s'il sort de son contrat, je peux pas croire que les Yankees laissent partir. Oui, c'est une note amère et tout. Puis c'est sûr que la journée où il va sortir de son contrat et que les Yankees vont décider d'ajouter une 10e année, le clip de lui qui va pas courir jusqu'au premier but, on va le revoir 12 000 fois en une seule journée. Mais encore là, tu sais, les Yankees sont meilleurs avec Garrett Cole. Je pense qu'en ce moment, il y a une année un petit peu plus difficile avec les blessures. Reste peut-être un des 5 meilleurs partants de la ligue, peut-être même un des 3 meilleurs quand il est à 100%. Puis je pense que c'est peut-être plus, tu parlais de son leadership, je pense que c'est peut-être plus un leader silencieux qu'on voit un peu moins. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas le poids d'un Aaron Judge ou même d'un Giancarlo Stanton qui sont là depuis plus longtemps que lui. Mais je peux pas m'imaginer un monde dans lequel Garrett Cole lance pour une autre équipe l'an prochain. Non, je m'attends clairement à ce qu'il sorte de son contrat puis à ce que les Yankees ajoutent une 10e année. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Puis, mais j'avoue que j'avais répondu très facilement à Garrett Cole il y a une couple de semaines, Sébastien. Aujourd'hui, je pense que je réponds encore à Garrett Cole, mais pas avec la même conviction. Mais il en demeure pas moins que c'est un excellent lanceur malgré tout. Puis on l'a vu hier, il est capable de faire des bien belles choses sur le monticule. Mais on s'entend que peu importe, là, que les Yankees signent les deux, là. Ils ont l'argent. Oui. Ils signent les deux. Ils ont l'argent. On me dit à l'oreille que oui. Okay, on peut prendre dans celui de Verdugo aussi, ça ne me dérange pas. Pas obligé de le ramener, lui. Laisse-le partir, prends cet argent-là de la Gleyber Torres, Anthony Rizzo, l'argent est là. Torres, je suis moins d'accord. Torres, c'est des trop bonnes séries pour que tu laisses partir. Ben, ça dépend qui tu ramènes. Gleyber Torres qui demande beaucoup trop cher, alors que tu as re-signé Juan Soto, le scénario hypothétique, je ne le ramène pas. Ouais, c'est dépendamment du prix. C'est ça, exact.
c'était un no-brainer il y a un mois de se dire on le ramène pas. Il a réussi à faire en sorte que c'est une question. Tant mieux pour lui. Puis si c'est pas avec les Yankees, ben, ce sera avec une autre équipe qui ira le chercher. Félix, auriez-vous parié que Stanton aurait eu des meilleures séries que Judge? C'est sûr que Stanton a un historique de bien performant en séries éliminatoires, mais là, je veux dire, c'était pas Giancarlo Stanton, c'était Reggie Stanton qui se présentait sur le terrain depuis une couple de semaines. Là. On peut y reprocher bien des affaires, puis on peut y reprocher sa superbe course sur le relais de Teoscar Hernandez. On peut y reprocher bien des trucs à Giancarlo Stanton, mais ce gars-là se lève en série. Là, attends, j'ai juste avant de laisser Félix aller, on ne peut pas rien reprocher à Giancarlo Stanton sur sa course. Là. Il a couru au maximum de ses capacités. Luis Rojas m'a envoyé dans une situation complètement catastrophique, mais on ne peut pas reprocher la course à Giancarlo Stanton. Non. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que Luis Rojas, il a décidé de jouer du air guitar, puis là, il s'est mis à jouer, puis Stanton, il a fait pour un signal. Parce que je ne vois pas dans quel autre monde. Écoute, Teoscar Hernandez, ça va être Teoscar, mais je veux dire, c'est quand même un joueur du baseball majeur. Il est au milieu de l'avant-champ. Il est au milieu du champ. Il a la balle dans les mains. Stanton n'a pas encore touché au 3. Pourquoi tu l'envoies quand tu es en retard comme ça? Ta théorie est tout aussi plausible que ma machine qui a inversé les pouvoirs de Judge et Stanton. Oui. Mais écoute, écoute, je vais revenir à la question. Et je vais la twister un petit peu par contre, parce que si on m'avait dit que Stanton allait avoir des meilleures séries que Judge, j'aurais pas été nécessairement surpris. Si on m'avait dit que Stanton allait avoir des séries autant meilleures que Judge, comparativement à Judge, j'aurais été surpris. Dans le sens où je suis pas surpris nécessairement que Stanton ait performé comme ça, peut-être performé plus que ce à quoi on s'attendait, mais tu regardes ses statistiques en série, ce gars-là est un des meilleurs frappeurs de l'histoire des majeurs en série. C'est rien de moins. Là. Ce gars-là vient de taper, il frappait un circuit par match cette année. Ça n'avait aucun bon sens. Puis depuis qu'il est arrivé avec les Yankees, année après année, c'est un des gars qui se lève en série. C'est un des gars qui va te frapper le gros circuit. À chaque année, tu sais, la fameuse ronde d'élimination des Yankees, il n'y a personne qui frappe sauf Stanton. C'est un scénario qui se répète année après année après année. Ouais. De là, à voir Judge être complètement silencieux tout le long des séries, ça, je suis étonné par contre. Parce que c'est... Oui, il y a eu des moments, on en a parlé, son circuit contre Cleveland, son circuit au match numéro 5 hier, ça y a eu quand même des moments pour Aaron Judge, mais c'était épouvantable dans cette série-là. Puis Stanton a tiré ce club-là à bout de bras moins d'un an après avoir vu son DG dire « Ouais, mais ce gars-là est jamais en santé de toute façon, il va falloir s'attendre à des blessures. » Stanton aurait vraiment juste fait « Hey, tu sais quoi, tant pis, je me forcerai pas plus que ça. » Mais Stanton, depuis qu'il est arrivé avec les Yankees, il y a une chose qu'on ne peut pas du tout lui reprocher. Dans les bons moments comme dans les mauvais, ce gars-là a toujours fait face à la musique mieux que personne que je n'ai jamais vu dans les couleurs du Bronx. Je pense quand il avait gagné la série contre Cleveland, par exemple, puis oui, je comprends que c'est un cliché et tout, mais il y avait des gars qui célébraient, des gars qui étaient contents et tout, mais ils ont demandé à Stanton, il dit comment tu te sens? Stanton il dit on n'a rien fait. On n'a rien fait, ça commence là. Bon, évidemment, ils n'ont pas fait grand-chose de plus depuis ce temps-là, mais tu sais, ce gars-là se lève en série, ce gars-là sait ce que ça représente, le baseball en série. Peut-être que de passer les premières années de ta carrière avec les Marlins, ça t'aide à prendre la perspective à ce niveau-là, mais ce gars-là se lève année après année en série, mais qui a été autant meilleur par rapport à Judge, ça, c'est étonnant, puis c'est presque se demander si à un moment donné, c'est pas lui qui aurait dû frapper 3e, puis Judge aurait dû descendre 4e, voire 5e dans cet alignement-là. Je comprends pourquoi on n'a pas voulu bouger Judge, mais en effet, là, c'est une question qu'on devait se poser, là, parce que, écoute, la façon dont ça s'est passé, les séries pour Aaron Judge, là, on a parlé en long et en large, là, c'était pas exactement chic. Je tiens juste à dire que je vois là, tous vos commentaires là, de tout le monde là, qui commentait en masse, là, autant sur Twitter, sur YouTube que sur Facebook. Je pense que je vais avoir bien de la misère à pas mal toutes les mettre, là, surtout que c'est des commentaires sur ce qu'on est en train de parler. Mais je veux remercier tout le monde là, qui nous écoute en direct là, pour l'interaction. Là, c'est très apprécié. Puis ça, même si je ne vous mets pas nécessairement à l'écran, là, ça peut m'inspirer aussi pour mes questions. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y en a une, Sébastien. Ah, je viens de la retrouver. Commentaire de Mio qui, je te la soumets. Qu'est-ce que tu as pensé de l'insertion tardive de Nestor Cortés lors du match numéro 1? On se rappelle que Tim Hill était disponible. On a décidé de l'envoyer pour faire face à Shohei Ohtani parce que Cortés avait déjà eu du succès à l'époque où Shohei Ohtani portait les couleurs des Angels qui s'affrontaient donc un petit peu plus souvent. Et là, finalement, Ohtani qui se rend sur les buts dès le premier lancer
Mookie Betts qui obtient un but sur balle intentionnelle pour remplir les buts et Frédéric Freeman qui frappe la longue balle, un grand chelem dont on va entendre parler très longtemps et qui a été le premier point d'une candidature pour le MVP. Là, on reviendra tantôt, évidemment, sur les Dodgers, parce que, messieurs, ça fait 35 minutes qu'on parle, puis votre thérapie ne concerne pour le moment que les Yankees de New York. Donc, on passera évidemment parce qu'il y a un club qui a gagné, puis on va vous en jaser. Là, c'est oui, il y a un club qui a gagné. Ah, j'avais pas. Je pensais qu'il y avait juste les Yankees qui avaient perdu. Non, c'est ça. Je comprends que le déni est là, mais tout ça pour dire, Sébastien, long préambule, beaucoup de chemin. Je te pose la question. Nestor Cortés. Fallait qu'on parle du bon vieux Boney, hein? On n'avait pas le choix, là. Fallait se rendre. On aurait pu commencer par ça parce que c'était le match numéro 1. On aurait pu commencer, continuer puis finir par ça. Oui, exactement. Aaron Boone, il est partout dans toutes nos discussions, donc on n'avait pas le choix, mais je ne comprends pas toujours. Je ne comprends pas. Tu amènes un lanceur partant, je le répète, lanceur partant, qui n'a pas lancé depuis 37 jours pour affronter qui? Ben, pour affronter. Oui, pour être reposé, il était reposé. Ça t'as un point, là, mais. Puis les deux releveurs se réchauffaient côte à côte, deux gauchers. C'est quand même rare. Souvent, ça va être un gaucher, un droitier. Ouais. Tu as le choix des cadeaux, puis tu prends le mauvais. T'sais, Tim Hill a eu des séries éliminatoires extraordinaires, a fait le travail quand on a fait appel à lui. Il y a un delivery vraiment spécial. Elle sort vraiment de côté. Donc, pour les frappeurs gauchers, c'est vraiment difficile à frapper. Puis tu le sais qu'il y en a deux qui s'en viennent. Shohei Ohtani, Freddie Freeman. Je comprends que Nestor Cortés aussi est gaucher, mais comme je l'ai dit, c'est un partant que tu amènes en fin de match. C'est un gars qui revient de blessure, qui n'a pas lancé depuis le mois de septembre. Je comprends le succès là, en 1903 de Nestor Cortés contre Shohei Ohtani, là, mais à un moment donné, on est en 2024. Puis le gars qui est hot, c'est Tim Hill du côté gauche du monticule. Tu dois amener Hill dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé, mais puis aussi, il faut donner du crédit à Freddie Freeman. Par contre, cette décision-là a changé complètement l'issue de la série. Là. C'est pas la même chose si les Yankees remportent le premier match. On est totalement en confiance. On revient à New York au pire à égalité 1-1. Donc, puis ça n'a pas été la seule mauvaise décision d'Aaron Boone dans ce match-là. Là. On va se rappeler. Non, ça arrive jamais, ça. Hein? Mais on va se rappeler qu'il a sorti Garrett Cole beaucoup trop tôt à 88 lancés alors qu'il était en plein contrôle, même s'il venait d'accorder un coureur sur les sentiers. On va se rappeler qu'il a également remplacé Gleyber Torres sur les buts par Jason Dominguez, comme si Gleyber Torres était le pire coureur de la Ligue et qu'il était au deuxième but. Il n'était pas au premier puis il pouvait venir marquer sur un double. Là. Il était déjà posté au deuxième coussin. Ça a coûté une erreur par la suite de Cabrera au deuxième but. Ça n'a pas été un match facile pour Aaron Boone. Tu vois, Cortés, je vais rebondir un peu là-dessus. Tu sais, pour moi, c'était une mauvaise décision sur le coup, dans le sens où j'ai pas de problème que Cortés ait lancé dans cette série-là. Il l'a dit, il voulait lancer, il voulait aider son club à gagner, mais il fallait pas que tu utilises... Cortés, c'était un peu ta carte cachée que tu as brûlée au premier match. Je veux dire, il fallait que tu le gardes pour peut-être... Parce que Shohei Ohtani n'aurait pas lancé dans cette série-là, mais un peu comme les Dodgers avaient avec Shohei Ohtani, dans le sens que tu le sais pas, mais peut-être un moment donné, puis là, bang, que tu joues la surprise. On a brûlé cette carte-là beaucoup trop vite. Puis je pense que si Tim Hill accorde le même circuit sur le même lancer, tout le monde fait comme, ben, tu sais quoi, au moins, la décision était la bonne. Je veux dire, le processus derrière la décision était la bonne, le résultat n'a pas été là, mais on a fait confiance au gars qui était hot, on a fait confiance au gars qui nous a amené là, en Tim Hill, puis à place, surtout qu'il y avait des retraits partout, Tim Hill, qui est un maître de créer des roulants, était le candidat tout désigné pour venir lancer. On a peut-être essayé, on a vraiment voulu surprendre les Dodgers, mais c'était pas le bon moment pour le faire. On a brûlé cette carte-là bien trop rapidement. Et puis ça a eu le résultat qu'on connaît. Tu vois, on l'a vu hier, Cortés se lancer, ça a super bien été. Avant hier, je pense que c'était pas le match numéro 4. Ouais. Avant le match numéro 4. Et ça a super bien été. Puis comme je t'ai dit, je pense que c'était pas un mauvais lanceur à avoir dans cette série-là. Un partant qui a de l'expérience quand même en relève par le passé, un peu comme un genre de super releveur idéalement. Mais l'amener au premier match, c'était beaucoup trop... Dans une situation comme ça, si ça avait été 5-0, parfait, amène-le. C'est pas une situation où est-ce que la pression est élevée. L'amener dans une situation où est-ce qu'il faut qu'il sauve le match pour son équipe avec les buts remplis, épouvantable. J'ai détesté le processus derrière cette décision. Ou amène-le quand tu sors Garrett Cole de la rencontre, partant pour partant, en septième. Je ne me rappelle pas si c'était la 6 ou la 7, mais
17e, c'est ça. Tu amènes-le là. Tu ne l'amènes pas en Ouais. 10e manche alors que le match est sur la ligne. Sur le coup, moi, j'avais pas détesté juste pour l'élément de surprise, mais plus j'y repensais, puis plus je suis de votre avis, puis vous m'avez convaincu que c'était pas une bonne décision. Donc, Il n'y a personne qui surprend chez Ohtani et Freddie Freeman. Là. Et Mookie Betts. Mookie Betts n'a pas eu la chance, mais ouais, ça, c'est un bon point. Ces frappeurs-là sont beaucoup trop bons pour se faire surprendre par Nestor Cortés. Là. C'est un bon point. À la limite, tu vas te faire surprendre par le gars qui son angle de lancer est à peu près de 4 degrés par rapport au sol. Tu vas peut-être te faire surprendre par ça parce que tu n'es pas habitué de le voir. Exact. Il lance du premier but. Là. C'est vrai. De l'enclos, je pense même. Oui, ça, oui. Même Sean Manea prend des notes. Fait que... Mais c'est bon, Sébastien, parce que... oui, vas-y. Non, j'allais juste dire, parlant de cartes cachées, là, Marcus Stroman, il est où? Caché. Il est caché, hein, c'est ça? C'est encore caché. Si quelqu'un l'a trouvé, d'ailleurs, on le cherche. C'est un objet perdu à New York. Là. On cherche Marcus Stroman si quelqu'un l'a vu, complètement invisible. Il n'a pas lancé une fois de toutes les séries. Non. Puis saviez-vous que les Yankees ont 63 millions de dollars qui n'ont pas lancé ou joué en séries éliminatoires? DJ LeMahieu, Marcus Stroman, Trent Grisham, on paye encore Aaron Hicks, je pense qu'il y en a un 5e. On a 63 millions qui n'ont pas lancé ou joué en série. C'est incroyable. Si tu veux jouer à ça, je pense que les Mets peuvent rentrer dans la course aussi. Oui, peut-être. Mais j'avoue que c'est quand même... c'est la moitié de la masse salariale des Guardians. Là. Après ça, ils vont nous dire qu'ils ne sont pas capables de payer Juan Soto, c'est ça? Non, ben non. Ils demandaient trop, là, tu sais. Oui, c'est ça. Écoute, il y a Denis qui nous demande est-ce que ça prend un changement d'entraîneur à New York? Je vais te répondre oui, on les craindra pas plus. Là, je sais c'est quoi la réponse. Fait que je vais juste dire oui, on l'a expliqué en long et en large, mais ouais, écoute, c'est ça. Ça n'arrivera pas. Non, les Yankees qui vont le ramener. J'ai été très surpris, Sébastien, ce matin, de voir que tu as choisi d'écrire sur Aaron Boone, d'ailleurs. Là. Écoute, si j'avais un siège, j'en serais tombé. Donc, je pense que c'est le temps sur ce de parler un peu des Dodgers. Ouais. Dodgers qui ont gagné la Série mondiale pour une 8e fois de leur histoire, ont empêché les Yankees de se sortir de 27. D'ailleurs, j'ai vu une bonne petite blague. Je n'ai pas fini de parler des Yankees finalement. J'ai vu une bonne petite blague qui parlait de ceux là, qui sont décédés là, comme Kurt Cobain dans le groupe des 27 et il y avait le nombre de séries mondiales des Yankees. Donc, j'ai trouvé très bonne. J'ai pensé vous l'envoyer, mais je n'avais pas envie de vous envoyer dans une dépression profonde avant le podcast. Fait que je vous pas aujourd'hui. Demain, ça aurait été drôle, pas aujourd'hui. Ben, je vais te l'envoyer demain, mon homme. Les Dodgers, donc, qui gagnent cette 8e série mondiale-là. On n'a pas le choix de parler de Freddie Freeman, à quel point il était dominant, Félix. De frapper le 6 circuits consécutifs comme ça en série mondiale, si on remonte à ces années à Atlanta, là, les 2 derniers matchs d'Atlanta, les 4 premiers de la série contre les Yankees de New York. Il bat le record de George Springer et ce, sans tricher. Donc, ça, c'est de 1. Mais de 2, il le fait aussi avec un pied qui était mal en point. Et il y a quelques heures aussi, je ne sais pas si vous avez vu les boys, mais Jeff Passan qui nous apprend qu'il était aussi blessé. Je pense que c'était à la cage thoracique. Là, il y avait des côtes là, qui avaient bien mal aux côtes, qui s'est fait mal juste avant le début des séries. Écoute, là, avec Bob Gainey qui jouait les 2 épaules disloquées, on dirait qu'on rentre dans cette catégorie-là. Là. C'est comme ça que se forment les légendes. Puis ce gars-là, blessé, pas blessé, il s'est dit, moi, je prends le club, je le mets sur mes épaules, puis on s'en va gagner la série mondiale. Là. C'est ça, Félix, qui a fait Freddie Freeman, ni plus ni moins. Et moi, je regardais ça, puis je me disais, hey, imagine s'il n'était pas blessé. S'il n'était pas blessé, s'il serait fini en 4, il n'y aurait pas eu un match compétitif. Si Freddie Freeman blessé, pardon, est-ce que ça n'avait pas de bon sens? À tous les matchs, c'était OK, on est en première manche, Mookie Betts, Shohei Ohtani et ses buts. Bon, ça va être 2-0 Dodgers. On va essayer de remonter ça pour les 9 prochaines manches. C'était ça systématiquement, match après match. Et il arrivait au bâton, tu n'avais même pas besoin de regarder, tu savais que la balle allait sortir. C'est comme, fais-le ton circuit, là, qu'on passe à autre chose, puis que le match commence pour de vrai. Là, prenez votre 2 points d'avance, laisse-moi tranquille. Mais tu sais, puis écoute, évidemment, hier, la défaite des Yankees, ça a été dur pour mon petit cœur de partisan des Yankees, mais je pense que tu peux pas être autre chose que content pour Freddie Freeman, qui est tellement un gars qui a une année difficile. On a parlé de sa blessure au pied, sa blessure à la cage thoracique que tu disais, mais c'est aussi un gars qui, pendant une bonne partie de l'année, et encore un peu aujourd'hui, je ne me trompe pas, quoi que ça va mieux, a la tête un peu avec son fils qui a des gros ennuis de santé. Son fils qui a été hospitalisé pendant plusieurs mois. Je crois qu'il est sorti de l'hôpital il y a quelques semaines, par exemple. Et qu'il a même dû quitter l'équipe temporairement le temps de quelques semaines pour aller aller voir son fils, être présent pour lui.
ça a été une année tellement éprouvante pour Freddie Freeman qui, faut pas oublier, ce gars-là a décidé de quitter Atlanta, un endroit où il était bien, il était aimé et tout. Il n'a pas décidé de quitter Atlanta. Ouais, son agent a décidé qu'il allait quitter Atlanta. Non, Alex Antopoulos a décidé qu'il quittait Atlanta. Écoute, c'est un débat pour un autre jour, mais il était à Atlanta. Il n'y a pas de débat. S'il y avait l'offre, il revenait. Il était à Atlanta, puis là, il n'est plus. Fait qu'il est rendu avec il n'est plus à Atlanta. Est allé refaire la fin de sa carrière avec les Dodgers, qui était se mettre en danger et tout. Et oui, c'est un gars qui a déjà gagné une série mondiale, mais c'est un gars aussi, on parlait des Judge, des Cole qui gagnent en âge aussi, mais Freeman gagne en âge aussi. Peut-être qu'il sait que c'était sa dernière opportunité. Fait que même s'il avait mal, même si il pensait à son fils, pensait à mille et une choses, il savait que c'était peut-être sa dernière chance de gagner une série mondiale et il y avait un gros club en plus avec lui pour l'aider. Mookie Betts, Shohei Ohtani. Il y avait des pas pires joueurs avec les Dodgers quand même. Fait que de le voir se lever au-dessus de tout ce monde-là pour être la vedette et le MVP incontesté. J'espère que personne n'a voté pour quelqu'un d'autre parce que ce serait profondément insultant à Freddie Freeman d'avoir voté pour quelqu'un d'autre. Quelle série impressionnante. Puis tu sais, c'est un gars que j'adore, Freddie Freeman. J'ai toujours adoré ce gars-là. Un gars qui définit la classe en tant que joueur de baseball. Tu peux pas vraiment demander mieux d'un gars. Un gars qui dit jamais rien, fait ce qu'il a à faire. Puis il a dit, j'ai tellement mal, mais je vais jouer pareil. Il faisait arriver au stade 4-5 heures d'avance pour traiter sa cheville, être prêt à jouer. Puis gros respect à Freddie Freeman d'avoir fait ça. Peut-être un peu malsain de jouer avec autant de blessures, mais bref, gars, ça a rapporté au final. Puis ça l'a pas trop empêché de performer. Fait que, gars, on dira rien, c'était peut-être la bonne décision au final pour Freddie Freeman. Là, ça s'est très bien passé pour lui. Puis moi, Sébastien, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est son père, Fred Freeman, qui est un Canadien. D'ailleurs, l'une des raisons pourquoi Freddie Freeman joue pour Équipe Canada, même si c'est un gars de la Californie. Après avoir gagné le MVP puis avoir cimenté sa place dans la franchise des Dodgers, le père qui a mentionné « He feels like a Dodger now ». Donc, on sent qu'il est un membre des Dodgers. Ce qui est une grosse phrase considérant le fait que ça fait 3 ans qu'il est arrivé avec les Dodgers. Il était tellement identifié aux Braves d'Atlanta pendant tellement longtemps. Il ne voulait pas partir d'Atlanta. Il a été poussé quand on a vu que Matt Olson a été acquis et prolongé par la suite à Atlanta. Donc, il n'a pas eu le choix d'aller voir ailleurs. Se dirige vers Los Angeles. He feels like a Dodger now. Je trouve que c'est une grosse phrase qui provient de son père. Parce que, tu sais, si c'est un analyste qui dit ça, tu dis, ben écoute, c'est le sentiment que tu as. Non, c'est son père. Là. Je pense qu'il sait comment il se sent. Fait que, tu sais, clairement, il a eu la tête à Atlanta pendant un petit bout. Là, il est à Los Angeles. Il a les 2 pieds sur terre, même s'il y en a un qui est magané. Il est arrivé. Il est là. Il est à Los Angeles. C'est un Dodger. Oui, puis la relation entre Freddie Freeman et son père, on l'a vu dans le premier match d'ailleurs. C'est une relation, ils sont tellement proches. Donc oui, son père sait ce que son fils pense. Et oui, c'est un membre des Dodgers de Los Angeles à part entière. Si jamais Freddie Freeman est intronisé, autant me le renommer. J'ai l'impression que la casquette, ça va être celle des Dodgers parce que... Ah ouais, hein? Ouais, je pense que oui. Je pense que il est encore là pour plusieurs années. Puis on dirait que Freddie Freeman était un excellent joueur. On dirait que là, il a trouvé sa niche. Il est en train de s'épanouir avec les Dodgers. Puis on le sait que les Dodgers vont être là pour plusieurs années. Avec Shohei Ohtani qui est là pour au moins 10 ans. J'ai vraiment l'impression que c'est là qu'il va créer son héritage. Tout le crédit lui revient. C'est extraordinaire ce qu'a fait Freddie Freeman. Il part de tellement loin, a tellement connu de difficultés, de réussir à surmonter ça, puis à réussir par le fait même à demeurer un leader dans ce vestiaire-là. Tu sais, quand tu vis des difficultés personnelles, mais peut-être que tu vas t'effacer un petit peu dans le vestiaire, tu vas faire ta petite affaire, c'est pas facile, mais je pense que Freddie Freeman est vraiment un de ceux qui mènent cette équipe-là puis les a menés jusqu'au bout. Puis tantôt, Félix, tu demandais est-ce que quelqu'un a voté contre lui pour le titre de MVP. La seule personne que je vois, c'est celui qui n'a pas voté pour Derek Jeter, autant de le renommer. S'il y a quelqu'un qui n'a pas voté pour lui, c'est cette personne-là. Hey, mais tu vois, on dirait que j'écoutais pas ce que tu disais parce que j'étais encore sur le point avec quelle casquette il va rentrer au Écoute jamais ce que je dis. Non, c'est ça, moi je m'en fous de ce que tu dis. Moi, c'est juste du bruit. Quand je réécoute le podcast après, je fais comme, hey, c'est pas fou. Il est quand même intelligent dans ses commentaires. De temps en temps. Ça arrive, mais je suis pas d'accord avec toi, mais j'aime la réflexion parce qu'on dirait que dans ma tête, il n'y avait pas de réflexion. Tu sais, c'était une casquette des Braves.
Je penche encore vers une casquette des Braves parce qu'il a passé tellement de temps là-bas, puis il a quand même gagné une série mondiale puis un MVP là-bas. Ceci étant dit, la question se pose. On dirait comme on commence à se la poser depuis une couple d'années avec Justin Verlander, quoique ça, c'est peut-être un petit peu plus clair là, du côté de Houston, mais non, toi, Félix, Braves ou Dodgers? Hey, je te jure qu'avant que Sébastien amène le point, dans ma tête, ça a fait. Hey, mettons qu'il rentre au temple de la En fait, quand il va rentrer au temple de la renommée, il va le faire. Ouais, c'est ça, Mio nous l'amène la correction. C'est ça, quand il va rentrer au temple, parce que ce gars-là, écoute, le moindre doute qui restait a été complètement dissipé dans la dernière semaine. Là. Je pense qu'il n'y en avait déjà pas vraiment avant cette dernière semaine-là. Sérieux, c'est vraiment une bonne question. Je continue. En ce moment, j'ai envie de dire Atlanta, à cause qu'il a été plus longtemps là, puis une série mondiale de chaque côté, puis un MVP de la série mondiale, mais un vrai MVP. Mais c'est ça, c'est ça, j'aurais de me dire. Ma réponse peut changer, tu sais. Si les Dodgers gagnent encore la série mondiale l'an prochain, qu'il y a une autre grosse saison, puis peut-être qu'il y a MVP de la série mondiale, là, ma réponse change. Mais tu sais, il y a encore du temps à cette carrière-là de Freddie Freeman. Mais je pense que quand on va repenser à sa carrière, par exemple, au-delà de la casquette qu'il va choisir et tout, le premier moment qui va nous venir, quand on va repenser à sa carrière, ça va être cette série mondiale-là. Ce ne sera pas un moment avec les Braves, ça va être cette série mondiale-là. Et peut-être que dans ce sens-là, je suis d'accord avec Sébastien que peut-être qu'on va se souvenir de lui comme un Dodger et il va vouloir porter la casquette des Dodgers, surtout avec comment ça a fini à Atlanta, peut-être que ça a comme brisé un peu les ponts. Peut-être que là, il se sent comme un membre des Dodgers, mais peut-être qu'il va vouloir cette casquette-là. Ça se peut. La question est intéressante. Olivier qui nous mentionne justement là, que ça risque d'être un choix très, très, très difficile à ce niveau-là pour Freeman. Bonne question. On en fera un texte là, cet hiver quand ça va être plus mollo là, entre deux signatures là, qui vont arriver aux 2 semaines à peu près. Là. Mais je pense que j'ai un bon deal. Une casquette des Dodgers, mais un jersey des Braves. Ça doit s'arranger, ça. Ah, les fameux jerseys du temple de la renommée. Écoute, faut trouver des moyens. OK? Moi, je propose une idée. Il peut porter les deux, je vais y trouver une solution. Je me propose volontaire pour y trouver une solution. Au pire, j'y ferai une casquette, tu sais, les casquettes comme à moitié, là, une moitié Dodger, une moitié Brave. Ah, ça, c'est toujours beau. Comme les parents, là. Les parents qui ont 2 joueurs, là, ouais. C'est le seul contexte dans lequel j'accepte que quelqu'un porte une casquette comme ça. Sinon, débarrasse. C'est toujours réussi, hein. On dirait qu'à chaque fois que j'en vois, je me dis, ah, pourquoi elle n'est pas à moi, cette casquette-là, tu sais. Puis... Quelle bonne idée. Donc, un autre qui, écoute, on parle de temps de la renommée avec 2 équipes, il a gagné une série mondiale de chaque côté. Là, la décision est assez claire. Mookie Betts, le temps de la renommée, Félix, là, ça va être avec les Dodgers. Là, c'est fini, les Red Sox. Là. Ouais, je pense que oui. Tu sais, là, c'est rendu à 2 séries mondiales maintenant pour les Dodgers avec Betts. Parce qu'il y a eu 2020, même si, bon, parce que 2020 est une vraie série mondiale. Walker Buehler fait dire que maintenant, au moins, avec 2024, ils ne pourront plus rien dire. Puis c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire. Ils ont gagné pour de vrai en 2024. Puis je pense que 2020, je niaise souvent avec 2020, mais ça restait une série mondiale qui n'était pas facile à gagner. Puis les Dodgers. Il y a eu des conditions qui ont été établies. Ils les ont remplies. Il y a eu le problème. C'est égal pour toi. Il y avait 16 clubs en série, c'était tough se rendre jusque-là. Tout le monde participait à la ronde wildcard, puis c'était des 2-3. Tu étais obligé de gagner le 2 plus 3 plus 4. Tu étais obligé de gagner 9 matchs pour te rendre jusqu'au bout. Là. C'était des séries bizarres, mais regarde, les Dodgers ont gagné ces séries bizarres-là. Puis pour la même raison qu'on considère les Canadiens comme des finalistes en 2021, on considère les Dodgers champions de cette année-là. Fait que comme étant les champions de l'Ouest, d'ailleurs, le Canadien cette année-là. Mais bref, pour en revenir à Mookie Betts, je pense que c'est. Écoute, Mookie Betts, il n'y avait pas de doute qu'elle allait être au temple de la renommée non plus. Tu sais, tu regardes les Dodgers, 1, 2, 3, pas vraiment de doute. On va tous voir Ohtani, Betts, Freeman dans l'ordre, dans le désordre, vont tous rentrer au temple de la renommée. Ohtani, ça va être unanime, mais bref, je pense que Betts, il n'y a plus vraiment de doute, surtout avec la casquette des Dodgers et tout, puis a été tellement un morceau important, a revigoré sa carrière, il a été tellement bon avec les Red Sox, mais avec les Dodgers, il était vraiment bon, puis cette année, ça a peut-être été la pire année statistique de Mookie Betts, qui a quand même eu des blessures, a dû jouer avec a composé avec tout ça, c'était une blessure au poignet et tout, quand il avait reçu un tir à la main, mais a quand même trouvé le moyen de faire sentir sa contribution. Tu sais, il est peut-être plus le joueur qu'on a vu dans les belles années. On sent qu'il est peut-être un peu moins rapide, un petit peu moins de puissance, un petit peu moins de... Mais c'est normal de voir un joueur prendre un petit peu de déclin avec l'âge. Puis, il ne faut pas rappeler qu'au début de l'année, Mookie Betts, on lui a demandé d'apprendre une nouvelle position, l'arrêt court. A fait du mieux qu'il pouvait dans ces situations-là. C'était pas une situation facile. Finalement, on l'a renvoyé au champ droit où ça allait déjà beaucoup mieux. Puis je pense que ça a été tellement une grosse année pour lui dans le sens où il a vraiment été un leader pour cette équipe. Dans une équipe où on avait des Freeman, on avait des Betts et tout, Betts a été le leader de cette équipe-là. Freeman en était un aussi, mais
Betts n'a pas eu de problème à changer, à mettre les intérêts de l'équipe avant les siens. Exact. C'est tant mieux pour lui d'aller gagner cette série mondiale-là parce que ça a été une grosse année, puis il est récompensé pour ses gros efforts, puis c'est surtout sa volonté de passer l'équipe en avant. Dans cette équipe-là, allons-y sur le thème du temple de la renommée. Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts, Clayton Kershaw qui n'a pas lancé en série. Et comme le mentionne mon père, c'est 2 partisans qui ont arraché la balle des mains de Mookie Betts. Sébastien, qu'est-ce que c'est ça? Hey, d'ailleurs, là, je ne sais pas. Hey, êtes-vous étonné de voir que le gars qui a arraché la balle en tant que tel, c'est un ami de l'université de Rob Gronkowski? Évidemment que c'est un ami de Gronk. C'était sûr que c'était un ami de Gronk. Un chum de bras, c'était sûr. Oui, les deux sont aussi épais. Là, non, mais à quel moment tu dis ça va être une bonne idée que moi, je tienne la mythe de Mookie Betts, puis que mon chum à côté, il tienne le poignet pour que j'en profite pour essayer de sortir la balle? Quelle bonne idée! Je comprends. En retard 0-3 dans la série, au grand mot, les grands moyens. Puis les gars se sont dit, gars, faut qu'on essaye quelque chose, OK? Ils sont pas capables de le faire. Fait que moi, j'interviens dans cette série-là. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. Lui, il s'est dit, il n'y a pas assez d'officiels sur le terrain. Il en rajoute 18 en séries éliminatoires. Il n'y a personne qui va me voir puis ils vont caler que c'est une fausse balle, c'est sûr. Voyons. Fallait essayer de quoi. Oui. Moi, je pense qu'il s'est dit, en plus, c'est pas les meilleurs arbitres que le baseball majeur a envoyé pour une raison que tout le monde ignore. Moi, je prends ma chance. Ça, c'est un autre dossier, là. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Shohei Ohtani, maintenant, Félix. Shohei Ohtani, on en parle-tu? Il n'a pas été bon en série mondiale. Non, Shohei Ohtani n'a vraiment pas été bon en série mondiale. Il y a eu 2 coups sûrs. Il n'y a pas de points produits. Il n'y a pas de circuit. La seule affaire, c'est qu'il a fait un peu peur à Clark Schmidt au match numéro 3 avec une épaule en moins. That's it. C'est tout ce qu'il a fait, Shohei Ohtani. Il a tenté de voler un but. Il a tenté de voler un but. Il a fait peur. Il a donné 700 millions de raisons aux Dodgers d'avoir peur quand c'est arrivé parce qu'il s'est blessé et tout. Mais finalement, il est resté en uniforme. Puis je pense que ça revient encore au discours qu'on avait avec Aaron Judge. Ce gars-là est en uniforme, donc il faut juger avec ce qu'il a amené sur le terrain. Exact. Et ce qu'il a amené sur le terrain, honnêtement, très motivé, je pense que j'aurais peut-être été capable de l'amener. Il n'a pas fait la différence dans cette série-là. On a vanté le duel Judge contre Ohtani. Finalement, on a eu Betts Freeman contre Soto Stanton. C'est pas mal ça qu'on a eu. Judge et Ohtani ont été complètement effacés. Et oui, Judge, on a cassé du sucre sur le dos à Judge. Ohtani aurait mérité de se faire casser un petit peu plus de sucre sur le dos que Judge encore, mais bon, la victoire guérit bien des choses. Fait que, tu sais, je pense que peut-être de voir Ohtani rester, un peu comme Freeman, ça a craqué les autres gars, disaient, gars, nos 2 leaders jouent, ils ont mal, ils ont vraiment mal, des grosses blessures, mais ils sont quand même là à essayer comme nous autres de contribuer, puis ça a modifié un petit peu les gars, puis mais Ohtani, je me demande dans quel état il jouait vraiment à la fin de cette série-là, parce que dès qu'il n'était pas sur les buts, dès qu'il était retiré, qu'il retournait dans l'abri et tout, il se tenait le bras sur son chandail parce qu'il n'était pas vraiment capable de le tenir comme il faut. C'est dans quel état ce gars-là jouait. Puis encore là, ça excuse pas ses performances. Dans l'alignement, il faut que tu produises et tout, mais dans quel état il jouait vraiment. Puis ça explique probablement ses insuccès lancés. Il était complètement scrap, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué ses élans, là, mais c'était pas des élans de Shohei Ohtani, là. Il tournait le bassin beaucoup trop vite pour pouvoir passer les mains, mais juste pour compenser, mais il n'était pas capable de frapper. Puis quand il était en train de craquer son protecteur pour le resserrer, là, il grimaçait parce que l'épaule devait serrer probablement en même temps. Je pense qu'il n'y avait rien qui tenait dans son épaule, là. Tu parlais des élans, c'était des élans de la Giancarlo Stanton et c'est pas un compliment ce que je viens de dire. Giancarlo Stanton du mois de juin, maintenant. Ouais, Giancarlo Stanton de saison régulière. Je ne manquerai pas de respect aussi le gars qui s'est vraiment levé pour les Yankees en série mondiale. Il y a Emilio ici qui nous mentionne que c'est difficile de chialer sur lui en raison de sa blessure, puis Olivier qui tient un discours similaire. Ouais. C'est sûr que ça excuse certaines choses, mais je suis un peu de l'avis de Félix. Là, si tu es dans l'alignement, il faut que tu sois là quand même pour faire une certaine différence. Ça n'a pas été fait. Puis, tu sais, outre, il y avait les élans en tant que tel, mais il y a quelque chose qui n'était pas blessé, c'était son œil au bâton. Puis Félix, il ne lançait pas toujours sur des bons tirs, Shohei Ohtani. Je ne sais pas si c'était la nervosité qui a dit qu'il n'avait pas en vue de ses premières séries éliminatoires à vie ou quoi que ce soit, mais il a pas bien paru, Shohei Ohtani.
Vraiment pas. Tu sais, ça avait l'air d'un gars qui essayait de compenser. Il se dit, gars, je suis pas capable de frapper avec de la puissance. Je peux pas me permettre d'attendre mes lancers et tout. Fait qu'il faut que j'essaye de mettre le bâton sur la balle. Puis, tu sais, il s'est dit, j'ai ma vitesse, j'ai peut-être une chance d'aller voler des petits coups sûrs comme ça, profiter des largesses défensives des Yankees. Puis, on l'a bien vu lors du match numéro 5, lors de la fameuse 5e manche dont je vais arrêter de parler. Ouais. Mais écoute, on a bien vu que c'était quelque chose qui était exploitable chez les Yankees. Ohtani a peut-être essayé d'en faire un peu trop pour essayer de justifier le fait qu'il était encore dans cet alignement-là et tout. Puis là, j'ai un blanc sur qui avait dit ça, mais en fait, quand tu regardes l'alignement des Dodgers dans cette série-là, à partir du match numéro 3, Ohtani était un peu le 9e frappeur. Il n'était pas le gars qui allait contribuer, mais étonnamment, tasse tout le monde d'un rang. Tu sais, Mookie Betts premier, Freeman deuxième, puis le Teoscar, ou peu importe, parce que ça changeait un peu après ça. Là, ça a déjà beaucoup plus d'allure. C'était un 9e frappeur qui avait une petite présence de plus que tout le monde, mais c'était pas mal ça dans l'ensemble, parce que c'était vraiment pas une grande performance d'Ohtani au bâton dans cette série-là. Puis quand la menace du but volé est disparue en plus, il restait plus grand-chose, là, parce qu'il ne contribue pas en défense. C'est un frappeur désigné. Fait qu'il restait quoi? Il restait plus grand-chose. Tu as parlé du fait qu'il était un peu comme un 9e frappeur. Puis, tu sais, à Los Angeles, Sébastien, le 9e frappeur, pas tous les soirs, mais c'était Tommy Edman à un certain point, tu sais, qui a été le MVP de la série de championnat contre les Mets. Tu sais, c'était quand même intéressant de voir que le bas de l'alignement arrivait aussi à compenser à certains moments. Tu sais, il y a quand même plusieurs gars qui se sont levés dans cet alignement-là. Je ne mentionnerai certainement pas le nom de Max Muncy, mais tu sais, les deux Hernandez, là, que ce soit Teoscar ou que ce soit Kike, tu sais, il y a des gars qui se sont levés durant cette série-là au bon moment. Teoscar Hernandez, c'était le complément parfait. Là. Tu pouvais le mettre au 3e ou au 4e rang, au 5e rang, peu importe. Il n'a pas toujours été égal en série. Il y a des séries où ça a été un petit peu plus difficile, là, celle des Mets, entre autres. Mais en série mondiale, il a pas mal paru, Teoscar. Non, exact. Puis, si tu l'as au 4e, 5e rang, il te fait pas mal. Il ne faut pas que ça soit ton principal frappeur qui frappe dans le haut de l'alignement. Mais quand tu as ce trio de tête-là, malgré le fait qu'Ohtani était blessé, mais Teoscar arrive là avec beaucoup moins de pression, même s'il doit les faire marquer. Mais c'est le joueur que tu veux. Quand Teoscar Hernandez est clutch et dans sa zone, tu veux l'avoir à cette position-là du rôle offensif. Puis il a fait une certaine différence en série mondiale. Comme tu l'as mentionné, ça n'a pas été égal tout au long des séries, mais ça n'a jamais été égal pour Teoscar Hernandez au cours de sa carrière. Donc, tu sais que tu vas vivre avec ça. Puis il est arrivé au bon moment, il a performé. Donc, ça a fait une certaine différence. Puis ça montre aussi toute la profondeur de l'alignement des Dodgers. Il faut leur donner le crédit. Si on regarde position par position, autant défensivement que dans l'alignement de frappeurs, les Dodgers étaient supérieurs aux Yankees si on les compare. Au final, ça va avoir fait une différence, mais même Will Smith, qui avait connu des séries très difficiles, à certains moments, il y a eu quelques flashs qui ont été importants. Tommy Edman, qui a amené les Dodgers en série mondiale grâce à la série de championnat. Ça n'a pas toujours été facile défensivement, par contre, mais au bâton, au moins, il a fait une différence. Tu as besoin de ces frappeurs-là dans le bas de l'alignement. Ce que les Yankees, à certains égards, ont manqué parce qu'il faut quand même noter que Anthony Volpe a fait le travail, Austin Wells dans la série mondiale à certains moments aussi. Mais tu avais des Alex Verdugo qui se faisaient très mal aussi. Donc, vraiment, il faut donner le crédit aux Dodgers qui avaient un alignement supérieur à celui des Yankees. On a un commentaire ici, Sébastien, de la part de Emilio qui dit « Des séries qui ont coûté très cher à Sébastien. Il était tellement convaincu que les Yankees allaient battre ses Dodgers. Il espère malgré tout qu'il te reste des mouchoirs en stock. » Je te pose la question, reste-tu des mouchoirs en stock, mon Sébastien? Oui, il en reste encore en stock. Tu sais, à New York, c'est le championnat ou rien, ce qui n'est pas le cas dans d'autres marchés. On pense à Cleveland, par exemple, dans la série précédente, de s'être rendu là, d'avoir poussé les Yankees dans plusieurs matchs jusqu'à la limite. C'est un peu un championnat pour les Guardians. Je ne dis pas qu'on est satisfait, mais quand même, on est heureux de ce qu'on a accompli avec la formation qu'on a. Les Yankees de New York, on était allé chercher Juan Soto. C'était leur année. On se rend en série mondiale contre la meilleure formation du baseball majeur.
On s'incline finalement. Je pense que c'est plus dans la façon que ça s'est fait que dans le résultat. Je ne pense pas que ça soit une saison à mettre à la poubelle pour les Yankees parce qu'on a perdu en 5 contre les Dodgers. Ce qui est décevant, c'est que le match numéro 1, on aurait dû le gagner. Le match numéro 5, on aurait dû le gagner. Donc, on aurait probablement dû s'en aller à LA avec une avance de 3-2. Je ne dis pas que le reste de la série aurait été pareil, mais au moins, on aurait dû se rendre à Los Angeles. Ça n'a pas été le cas. C'est vraiment dans la façon que ça s'est fait qui est décevant. C'est ça qui fait mal. Plus que le fait d'avoir perdu contre les Dodgers au bout. Il restait 2 formations, les 2 meilleures cette année. Ouais. Il fallait qu'il y en ait une qui gagne. Félix, je veux qu'on parle un peu du personnel des lanceurs des Dodgers en général parce que, écoute, il y avait tellement de lanceurs partants qui étaient blessés. Ça fait en sorte qu'on roulait à 3 dans la rotation. Il y avait un bel enclos, mais tu sais, quand même, juste 3 partants, les 3 qui n'étaient pas à 100%. Donc, c'était pas simple à ce niveau-là. Moi, j'avais choisi les Dodgers pour gagner cette série-là. Non, excuse-moi. J'avais choisi les Yankees parce que j'aime mieux parier sur un bon personnel de lanceurs partants. Donc, écoute, je vais te dire une phrase qui va te faire plaisir, Félix. Remets-moi à ma place et explique-moi pourquoi j'ai eu tort. J'aimerais ça te remettre à ta place pour une autre raison que mes Yankees ont perdu en Série mondiale. J'essaye de te remonter le moral. C'est pas très efficace. Mais écoute, pour revenir au personnel. Jamais rien de bon. Pour revenir au personnel de lanceurs des Dodgers et tout, moi, on va beaucoup parler de Freddie Freeman, on va beaucoup parler de Betts, on va beaucoup parler de tous ces gars-là. La performance du personnel de lanceurs des Dodgers au match numéro 5, je m'excuse, mais c'est historique ce que cette équipe-là a réussi à faire. On a réussi à gagner un match dans lequel, oui, notre enclos était reposé de la veille, mais Jack Flaherty nous a donné 4 retraits. Jack Flaherty a accordé autant de points qu'il a fait de retraits. C'est pas ce que tu veux. Surtout pour une équipe qui a 3 partants, que si t'en as un des 3 qui n'est pas capable de rien faire, c'est boy, ça va être une longue soirée. Fait que là, tous tes releveurs sortent, un par un. Puis tu sais quoi, ils te gardent dans le match. Ils te gardent dans le match. On accorde 1 point pendant une coupe de manches et tout. Puis finalement, les Yankees implosent en 5e manche. Et là, soudainement, tu sais quoi, on va accorder un ballon sacrifice. Mais on reste encore dans le match. On limite les dégâts, on évite la grosse manche comme on le veut avec les Yankees. On n'a pas eu cette grosse manche d'implosion-là comme les Yankees ont eu. On est resté solide. On arrive en 7e manche, il reste Blake Trinan, il reste Daniel Hudson qui vient de lancer 2 jours et qui a à peu près 57 ans. Puis quoi, Shohei Ohtani après? Tu sais, tu tombes après ça. Il restait plus personne dans cet enclos-là. Puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit comment les Dodgers vont aller chercher 9 retraits. Je ne sais pas. Puis les Yankees, je me suis posé la même question. Les Yankees, je me suis dit sérieusement comment on va aller chercher les 6 retraits qui restent. Ça allait mal. Il n'existe pas pour vrai. Mais c'est une légende. Brian Cashman l'a dit, Marcus Stroman ne fait pas partie des gars qui trusteront en série et on l'a vraiment bien vu dans ces séries-là. Il a aussi dit que Stanton allait se blesser puis il a eu raison. Ouais, peut-être que ce gars-là, c'est un génie. Il n'a peut-être pas été chercher Jack Flaherty parce qu'il savait qu'elle allait imploser au pire moment. Son cerveau fonctionne. On ne comprend pas le fonctionnement de son cerveau. Mais tout ça pour dire que Blake Trinan a été tellement dominant. Blake Trinan qui avait déjà lancé pas mal, match numéro 3, ça avait d'ailleurs vraiment failli imploser ses affaires, puis finalement avait été un peu sauvé en fin de match. Là, tu regardes ça, puis tu dis, OK, Trinan vient d'aller nous en chercher 6, mais ça en prend encore 3, puis on peut possiblement ressortir Trinan. Fait que là, tu ressors Walker Buehler. On parlait d'utiliser des partants en fin de match. Là. Walker Buehler, jamais un sauvetage de toute sa carrière. Bon, tu as une avance d'1 point, viens closer la Série mondiale. T'sais, pas de pression. Puis tu viens d'avoir une mauvaise année, pas de pression. Puis Walker Buehler est allé après une année épouvantable où est-ce qu'il se remettait d'un Tommy John qui est une année hyper difficile au monticule. Et il est allé chercher ces 3 retraits-là. Moi, je m'excuse, là, mais si je suis l'agent de Walker Buehler, j'imagine que c'est Scott Boras. Je ne sais pas si je suis pas avec certitude, mais j'imagine que c'est lui. Je pense que Scott Boras comptait les millions. À chaque fois que Walker Buehler faisait un retrait hier en 9e manche, il a fait OK, ça c'est 10 millions de plus. OK, ça c'est 20 millions de plus. OK, ça c'est 30 millions de plus. Que Buehler ait réussi à sortir pour aller chercher ces 3 retraits-là. Puis que tous les gros lanceurs aient été aussi solides pour les Dodgers en relève après un début de match épouvantable de Jack Flaherty, c'est ça qui nous a donné la Série mondiale au final. C'est aussi simple que ça. On n'aurait jamais gagné sans ce personnel de releveur-là. Et c'est là que tu dis qu'au match 4, envoyer Brent Honeywell manger des manches, accorder des circuits puis lancer de la pratique au bâton Yankees, ben ça aura servi à quelque chose. Brent Honeywell, non, ça n'a pas été chic, a accordé une tonne de points, une tonne de coups sûrs.
Mais veut pas, il a aidé les Dodgers à gagner le match numéro 5 parce que tous les gros releveurs, les Dodgers, ont pu prendre une petite soirée de congé et se préparer pour ce match-là qu'on avait une chance de gagner. Mais il y a un nom qu'on nomme pas, là. C'est Dave Roberts. Tous ces gars-là là, qui ont été amenés au bon moment, c'est Dave Roberts. Je comprends là, qu'Aaron Boone fait passer Dave Roberts pour un génie, là. Mais quand même, il faut donner le crédit à Dave Roberts parce qu'il a géré les derniers matchs. On dirait qu'il était toujours un coup en avance. Il savait ce qui s'en venait. Peut-être pas au point de garder Trinan aussi longtemps, mais il l'a fait. Il s'est rendu au monticule. Il est allé jaser avec son lanceur, voir qu'est-ce qui se passait, le laisser là. Finalement, ça l'a payé. On l'a beaucoup critiqué par le passé, mais vraiment, le Dave Roberts, il a steppé up durant cette série mondiale-là, puis c'était même pas serré avec Aaron Boone. Non, c'est ça. Puis Dave Roberts, la fameuse erreur qu'il fait à toutes les séries mondiales, je ne la vois pas. Tu sais, le pari aurait pu être justement de reposer les releveurs au match numéro 4, comme Félix l'a dit. Mais finalement, écoute, il avait compris que c'était un 3-3 puis qu'il n'y avait pas beaucoup de partants pour ce stretch-là. Donc, il a décidé d'y aller, de concéder une victoire pour aller chercher le lendemain. Finalement, bon, si ça n'avait pas fonctionné, on en parlerait autrement, mais ça a fonctionné. C'est une ligue de résultats. Donc, non, chapeau. Écoute, je vais sortir mon bobblehead pareil, là, mais je ne ferai pas shaker la tête parce que non, il s'est tenu droit. Il ne mérite pas d'être shaké aujourd'hui. Avais-tu déjà vu mon bobblehead, Félix? Oui, tu me l'as montré, comment dire, une vingtaine de fois, je pense, depuis que c'était vraiment une question, ça? C'est toute la province de Québec l'a vu, ton bobblehead, Charles. Ça, Félix, c'est arrivé une autre fois que les Yankees ont perdu en série. Bon, moi, je quitte mon monter le moral. Ils en ont même fait un documentaire sur Netflix. OK. Fait que... il y a de l'interférence, je suis dans un tunnel, là, je t'entends pas, il va falloir que je raccroche. Je suis sûr qu'il y a bien des gens qui sont contents de m'entendre. Ça nous ramène à A-Rod qui a dit que c'était le pire effondrement des 40 dernières années. Là. Et d'après moi, il a oublié un épisode quelque part, mais... Ah ouais, mais là, c'est un petit oubli, ça arrive. Oui, OK, d'accord. Tu sais que c'est pas Derek Jeter qui a dit ça? Non. Hey, il y en a un des deux qui pouvait parler, c'était Derek Jeter, là, c'était pas A-Rod. Hey, d'ailleurs, en parlant de ça, là, j'écoutais pas nécessairement les matchs à Fox, là, je les écoutais à RDS, mais de voir le panel avec Big Papi en plein milieu des deux qui arrêtait pas de dire 3-0, 3-0, 3-0. The Yankees lose! Il était en forme, Papi. Ouais, puis A-Rod puis Derek l'étaient moins, là. Non, c'est ça. Jeter, tu sais, autant qu'Aaron Judge a dit « Je vais être hanté par ce qui s'est passé en 2024 », ben écoute, il ira se consoler chez Derek Jeter parce que lui, il est hanté par ce qui s'est passé en 2004. Puis il y a 5 bagues pour se consoler, mais on dirait que ça ne change pas grand-chose. Il est hanté pareil. Il avait pas l'air bien content d'entendre The Yankees lose. Là. Je pense qu'il aimait mieux avoir un roll call de la part des partisans. Oui, mais c'est ça que Aaron Judge devra faire. Il va falloir qu'il aille chercher un championnat. Ce que Derek Jeter avait fait avant, mais ce qu'il a fait après, au moins pour terminer de la bonne façon. Aaron Judge, il faut qu'il aille chercher un championnat par quelconque façon, je ne sais pas, mais ça va en prendre un tôt ou tard. J'ai une solution pour quelconque façon. Moi, je propose, tu sais, quand tu es en série, là, ce que tu fais, là, c'est que tu places la balle en lieu sûr puis tu attrapes les flags. Moi, c'est ma théorie. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est bien trop simple. Les Yankees aiment bien mieux se compliquer la vie puis se tirer dans le pied 2-3 fois. C'est pas comme ça qu'on joue au baseball à New York. Au baseball, à New York, là, tu sais quoi, on va se rendre ça 1000 fois plus compliqué qu'il faut. Ouais. On va remplir les buts avec juste des erreurs défensives. Puis c'est comme ça que ça joue au baseball à New York. Puis on va courir comme des gauchos ces buts. Oui, puis on va réduire l'espérance de vie des partisans parce que c'est ça. Moi, j'ai perdu 15 ans d'espérance de vie, au moins 15 ans. J'aurais dit 10, mais ça se peut que ça soit 15. Au moins 15, au moins. Ouais. Je suis plus jeune que toi, c'est peut-être pour ça. T'es plus jeune que tout le monde. Messieurs, dernière petite question, je la pose à toi, Félix. Pensez-vous qu'on peut avoir une dynastie des Dodgers sous l'ère de Dave Roberts avec le retour de beaucoup de lanceurs l'an prochain? Écoute, il y a une liste quand même assez importante de lanceurs qui vont être en mesure de revenir l'an prochain. Là, on parle juste de lanceurs partants quand même. Écoute, tu as Shohei Ohtani qui va pouvoir revenir. Tu as Clayton Kershaw qui va pouvoir revenir. Tu as Tyler Glasnow, tu as Tony Gonsolin, tu as Dustin May, tu as River Ryan, tu as Gavin Stone, tu as Emmett Shin. Ça commence à faire 2 rotations, là, pas mal, là, je te dis, avec Yoshinobu Yamamoto qui est déjà là. Puis évidemment, Roki Sasaki va finir par signer là, c'est comme rien. Mais je veux dire, il va avoir du renfort quand même à Los Angeles l'an prochain. S'ils veulent en gagner une autre,
Je te dis pas que ça va être facile là, parce qu'il y a quand même de la compétition dans la MLB, mais c'est faisable là, pour les Dodgers. C'est faisable. Quoi que, tu sais, dans le lanceur que tu me disais qui vont revenir, tu as Kershaw, Glasnow et May qui vont revenir pour mieux se blesser. Mais, mais s'ils ne sont pas blessés en même temps, ils peuvent être un lanceur en tout. Tu sais, s'il y en a un qui lance 10 départs, puis l'autre 12, puis l'autre 11, ça fait 33. Puis non, mais Glasnow ne sera pas là en série, peu importe. Lui, ça va être à la fin, c'est sûr. Là. Puis Kershaw, c'est aussi bien qu'il ne soit pas là en série. Fait que, oui, si tu de mai et là en octobre, t'es correct. Oui. C'est ça la théorie. Je me souviens, je pense que c'est l'année passée qu'il disait à chaque année, on regarde la rotation des Dodgers au début de l'année, puis on se dit, waouh, ils ont comme 3 rotations par temps. Puis rendu au mois d'octobre, tu te dis, waouh, Joe Kelly, il va falloir qu'il lance 4 manches si on veut s'en sortir de ce match-là. C'est pas un peu tout le temps la même chanson avec les Dodgers, mais c'est sûr que tu regardes ça, tu te dis, il y a des ressources et tout. La raison pour laquelle une dynastie, je suis peut-être un petit peu plus frileux, c'est qu'il y a beaucoup de gros morceaux de ce noyau-là qui sont pas jeunes. On parlait de Freeman qui n'est pas nécessairement jeune, Betts c'est dans la trentaine, Ohtani qui est dans la trentaine aussi. En tout cas, s'il n'est pas, il arrive bientôt, il doit être à 29-30. C'est ça, fait que c'est pas des gars qui sont jeunes, Clayton Kershaw n'est pas jeune. Oui, on a des Yamamoto, on a des Will Smith est un petit peu vieux aussi. On dirait que je réalise, c'est tous des gars qui sont soit pas loin de la trentaine ou dans la trentaine. Oui, l'année prochaine, évidemment, vont être à prendre au sérieux, dans 2 ans aussi, puis on parle des Dodgers. Je veux dire, c'est une équipe qui a les moyens de ses ambitions, puis que le gros joueur autonome, là, attendez-vous, on va se préparer, là. Juan Soto va être lié aux Dodgers. Les Dodgers vont avoir une offre compétitive, puis ils vont toujours être là. Les Dodgers ont de l'argent et tout. Ils ne seront jamais vraiment morts. De là à dire que ce noyau-là actuel a le potentiel d'être une dynastie, tout dépendamment de ce qu'on considère une dynastie. Si on gagne les 2 prochains championnats, ce qui est réaliste quand même avec le talent qu'on a, oui, on parlera de dynastie, mais sur 5-6 ans, il reste combien d'années réalistement ce noyau-là? 4-5 ans peut-être, puis il va en avoir un autre après, c'est ça mon point, mais ce noyau-là actuel a peut-être 4-5 ans encore, puis après ça, il va falloir laisser place à du 109, mais je ne suis pas trop inquiet que les Dodgers vont réussir à trouver 28 autres gars qui vont être capables de frapper des gros coups sûrs au mois d'octobre. Mais Dave Roberts va finir par échapper des séries mondiales. Il ne pourra pas se pogner contre Aaron Boone à tous les ans. Il y a des fois, il va se prendre contre un bon gérant. Ça, il ne sera pas tout cul dans le bec à chaque année. Ben, c'est sûr, à un moment donné, John Schneider va se rendre. Ok, non, laisse faire. Non, quand même pas. Fallait plugger les Blue Jays quelque part. Sébastien, si on parle de dynastie, est-ce que tu comptes 2020? Parce que c'était pas exactement les mêmes gars non plus. Ben non, c'était pas les mêmes gars, mais ça reste la même organisation et Dave Roberts était là. Ça va dépendre des prochaines années. On va inclure 2020 si on en a quelques championnats dans les prochaines années assez rapprochés. Puis ça risque d'arriver. Tu rajoutes un Shohei Ohtani sur la butte. Ça change complètement le visage de cette franchise-là. Tu rajoutes, comme tu l'as dit, on s'entend, Sasaki, il va finir par aller à Los Angeles. Ben oui. Ben oui. Puis durant la prochaine saison morte, Willy Adames va se retrouver à Los Angeles. Ben oui. Je comprends que Tommy Edman a été l'homme de la situation en série de championnat, mais t'aimes-tu mieux avoir Tommy Edman ou Willy Adames? La question pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux rendus là? C'est ça, exactement. Puis t'échanges Gavin Lux contre un releveur qui va avoir un sauvetage en série mondiale en 2025, puis c'est correct. C'est ça. Des releveurs, va chercher Fernando Tatis, ramène-le à l'Areco. Il n'y en a pas de problème pour les Dodgers. mais parlant de Tatis, c'est là que je m'en allais, dans le sens que qui va à côté les Dodgers? Les Padres n'étaient pas loin de les sortir cette année. Mais là, comme on l'a mentionné, on va ajouter des pièces du côté des Dodgers. Selon moi, on ne sera pas capable de matcher du côté des Padres. Donc, on va être déjà en retard. Les Mets de New York, peut-être éventuellement, vont arriver à ce point-là en investissant de l'argent sur 36 joueurs autonomes. Mais je vais privilégier les Dodgers qui ont cette expérience-là de gagner. De l'autre côté, on va dans la Ligue américaine. Les Yankees qui viennent d'arriver en série mondiale, on ne sait même pas si Juan Soto va être là l'an prochain. Et si Soto n'est pas là, on n'a aucune idée si les Yankees vont revenir. Les Astros de Houston, on est sur la pente descendante. Qui va être capable de matcher avec les Dodgers? Donc oui, on est en position d'établir une dynastie. Il va falloir performer sur le terrain. Il va falloir continuer à avoir des bonnes décisions de Dave Roberts. Mais présentement, je ne vois personne qui est capable de déloger cette équipe-là. Non, ça va être...
ça va être assez intéressant. J'ai vu un tweet récemment justement à ce sujet-là, Sébastien. Les Padres avaient vraiment l'impression cette année qu'il y avait ce qu'il fallait pour se rendre jusqu'au bout. Évidemment, bon, leur attaque a pris comme 30 manches de congé au mauvais moment, ou à peu près. Là. Mais si tu passes ce match numéro 5-là contre les Dodgers, contre les Dodgers, pas Même le match farfelu de numéro 4. penser. Ouais, pas farfelu de penser que tu peux passer les Mets. C'est pas farfelu de penser que tu peux passer les Yankees après. Les Padres avaient un chemin aussi vers la Série mondiale. Peut-être qu'en ce moment, ils se disent hey, je m'en veux. On aurait-tu dû aller chercher ces petits points-là de plus? Puis si on passait les Dodgers, peut-être que le chemin s'ouvrait un peu de la façon dont le chemin s'est ouvert pour les Yankees sans les Astros. La situation est comparable avec les Yankees. Les Yankees en ont profité, les Padres ne l'ont pas fait. Il y avait la série dans les mains. Il fallait avoir une victoire sur 2 matchs. Je comprends que ce n'est pas facile de battre les Dodgers, qui finalement ont remporté le titre, mais quand même, tout était en place pour que cette formation des Padres se rende finalement jusqu'au bout et remporte le championnat, surtout dans une année où Shohei Ohtani ne peut pas lancer. C'est ça qui fait la différence, c'est que l'an prochain, il va être sur la butte. Donc, c'est comme si tu ajoutes un joueur qui frappe déjà, mais qui maintenant t'ajoute probablement un des meilleurs lanceurs du baseball majeur dans ton équipe. Tu vas ajouter des pièces dans les trous que tu as dans ta formation, puis tu vas ajouter des bras soit dans la rotation ou dans l'enclos de relève. On le sait que les Dodgers font ça à chaque année. Donc, ça va être de plus en plus difficile de les battre. Si on avait une fenêtre d'opportunité, c'était cette année, autant pour les Padres que pour les Yankees. Là, ça va être très difficile pour les Yankees. Même si on se rend jusqu'au bout l'an prochain, qui on va favoriser? Probablement les Dodgers. Probablement. Puis en 2024, les Padres, sur papier, avaient une meilleure équipe que les Dodgers. On n'a pas été décapitalisés. C'est pas que on n'était pas loin, les Dodgers. On avait une meilleure équipe qu'eux autres. On a quand même perdu. Ça va être quoi l'an prochain quand Shohei va revenir et que les Dodgers vont signer Corbin Burns, vont signer littéralement tout le monde. Si t'as 2 jambes, 2 bras et t'es capable de jouer au baseball, les Dodgers veulent te parler. Mais tu sais, les Padres avaient une meilleure équipe que les Dodgers cette année. On n'a pas saisi cette chance-là. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va attraper du retard sur une équipe qui va s'améliorer. Veux pas, les Dodgers ont plus de moyens financiers, puis le baseball est une ligue sans plafond salarial. La taxe de luxe, il y a la taxe de luxe, mais il n'y a pas de plafond salarial à proprement parler. C'est sûr que les Dodgers ont cet avantage-là. Les Padres, les gars, mon téléphone sonne. Les Dodgers veulent me parler justement parce que j'ai 2 bras, 2 jambes puis je sais jouer au baseball. Voilà. Non, la dynastie vient de planter. Là. C'est là que ça vient d'arriver. Attends, il va arriver en 7e manche d'un match de série mondiale puis il va aller faire 3 gros retraits sur Aaron Judge, Juan Soto puis je sais pas qui va frapper pour les. Je suis pas un lanceur, moi je suis un frappeur de puissance. Ah, tu vas faire les deux. Les Dodgers sont transformés en les deux. Tu vas faire les deux. OK, parfait. Puis tu sais, Félix, ce qui va aider aussi le cas des Dodgers, tu l'as mentionné, c'est une équipe riche. OK. Premièrement, je ne cracherai pas sur eux parce qu'ils décident de la dépenser. Là. Il y a tellement de propriétaires qui pourraient dépenser plus et qui ne le font pas. Fait que, tant mieux pour ces partisans-là. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils développent bien les Dodgers. Puis ils sont capables d'amener des gars, mais sont capables aussi de les échanger puis de faire les bonnes transactions. Puis sans faire nécessairement des blockbusters à toutes les fois, mais on a parlé de Tommy Edman. Parlons de Michael Kopech aussi, tu sais, qui ont sorti de Chicago puis qui a été super important puis qu'on amenait toujours à des moments importants puis on l'amenait tôt dans les matchs. Puis qu'est-ce qu'on se disait à chaque fois? Ah, c'est dommage, on ne pourra pas l'avoir plus tard. Tu sais, il était devenu un morceau super important. Tu sais, c'est ça, les Dodgers aussi, là. Ils ne manquent pas leur coup dans des transactions. Ils ne manquent pas tant leur coup dans des signatures. Puis ils vont chercher tout le monde. Tu sais, ça va être dangereux. Là. Pour ceux qui n'aiment pas les Dodgers, là, peut-être qu'ils sont en train de nous écouter et qu'ils se disent « mon Dieu, les prochaines années vont être plates. Mais peut-être que ça n'arrivera pas non plus. Mais en ce moment, Félix, les Dodgers sont favoris pour la Série mondiale de 2025. Puis je pense qu'on vient d'expliquer pourquoi. Là. Puis je pense qu'on peut même les mettre favoris pour 2026. Oui, les choses changent vite dans le monde du baseball. Puis peut-être que Juan Soto revient, les Yankees gagnent en 2025. Puis dans un an, on me remet ce clip-là. Puis je vais dire, j'ai jamais dit ça. Mais tu sais, je pense qu'à ce moment, tu regardes ça. Puis tu dis, il y a tellement de ressources. Puis il y a une culture avec les Dodgers qui est claire en ce moment. Tu sais, on sent que le standard dans les années 2010, c'était plus on se rend loin en série et tout. Puis on n'est pas capable d'aller chercher ce dernier step-là. Puis on a eu 2020, mais les dernières années 2021, 2022, 2023, c'était tu sais, 2020, ça comptait-tu vraiment? Puis on est-tu vraiment une équipe capable de gagner une série mondiale?
là, il n'y a plus cette question-là. On est une équipe capable de le gagner dans une saison régulière. On est une équipe qui n'a pas peur de dépenser, puis on est une destination qui est très attrayante pour des joueurs autonomes. Si on ne l'était pas, Shohei Ohtani serait peut-être dans un avion vers Toronto pour de vrai. Peut-être que Yoshinobu Yamamoto sera un membre des Yankees. Peut-être que Tyler Glasnow n'arrive jamais là. Mais on est vraiment une destination qui est prisée. On a des propriétaires qui veulent gagner, qui sont prêts à investir. On a Shohei Ohtani qui a pris un contrat avec tellement d'argent différé que ça donne de la marge de manœuvre aux Dodgers. Il y a une culture avec les Dodgers en ce moment qui est en train de s'installer. Tu regardes ça, tu te dis, ceux qui vont les battre sont mieux de se lever de bonne heure parce qu'ils ont un gros hiver qui les attend, juste pour être capable de rivaliser avec cette équipe-là en ce moment. Puis, on parle de transactions, là. Ça a commencé où? Ça a commencé avec la transaction Mookie Betts. C'est un vol en plein jour, là. Du côté des Red Sox, tu ne peux pas commettre cette transaction-là. Ça ne peut pas arriver. Qui en a profité? C'est les Dodgers. Ils ont profité de cette opportunité-là. Ils sont allés chercher un des meilleurs joueurs du baseball majeur. Ils n'ont rien payé. Ils ont commencé à construire leur formation qui a été championne en 2020 et qui a été championne cette année. Les Braves veulent plus Freddie Freeman. Vas-y, Charles. T'es-tu en train de me dire que Jeter Downs n'est pas un bon joueur de balle? Bravo, Alex Verdugo est tout un joueur de balle, par exemple. D'ailleurs, c'est symbolique que Verdugo, qui a chialé en 2020, que c'est pas une vraie série mondiale parce que vous ne l'avez pas gagné à la maison, ben oui, c'est toi qui te fais retirer en dernier, mon homme. Là, toi, tu es en train de me dire que Verdugo a un petit peu trop parlé. Tu es en train de me dire que Verdugo a un petit peu trop parlé, toi? Hey, en parlant d'un petit peu trop parlé, on n'a pas jasé Jazz. Jazz Chisholm Jr., il avait garanti la série mondiale. Pas arrivé. Non, malheureusement. Je ne sais pas à quelle voyante il a parlé, mais il va peut-être falloir qu'il change de voyante. Puis, c'est après quel match? Tu le 2 ou c'est après le deuxième match qu'il a dit it's in the bag, hein, je pense? C'est après tous les matchs. Mais ça, c'est un point, là. Mais je pense que c'est après le deuxième, Parce qu'il l'avait garanti avant, mais là, il est revenu à la charge. Il l'a garanti contre Cleveland, il l'a garanti contre Los Angeles. Il a traité les Royals de chanceux, puis d'épais, puis de tout ce que tu voudras. Il avait traité Miguel Rojas une couple de mois avant de mauvais coéquipiers, en tout cas. Mais ça nous ramène quand même aux deux Aaron. Aaron Boone, Aaron Judge, ils doivent prendre Jazz Chisholm, l'amener dans un coin, puis lui faire comprendre que c'est pas ça que tu dis. Je comprends que tu le penses, je comprends que tu n'as pas le choix de le penser pour être en confiance, puis arriver au bâton avec cette confiance-là, arriver en défensive aussi, mais dans les médias, c'est pas ça que tu dois dire. Aaron Judge jamais va dire ce genre de choses-là. Ben non. Aaron Boone non plus, parce qu'il n'y a aucun de ses joueurs qui est mauvais, puis l'adversaire est toujours la 8e merveille du monde. Mais ces deux gars-là doivent aller vers Chisholm et lui faire comprendre que c'est pas de cette façon-là que les choses doivent se passer. Exactement. Non, je suis d'accord. Félix, tu allais dire? Je disais pour revenir un peu sur Sébastien qui disait on était chez Mookie Betts avec la transaction, mais on a été opportuniste aussi. Les Braves veulent plus de Freddie Freeman. On va le prendre, nous autres. Les Shohei Ohtani, meilleur joueur autonome de l'histoire, est là. On va aller le chercher. Yoshinobu Yamamoto venait. On va aller le chercher. Les Rays veulent plus que Glasnow. On va aller le chercher. On prend cette opportunité. Teoscar aussi. Teoscar n'a pas d'offre à son goût, gars. 25 millions, un an, on arrangera ça pour le reste après. On va signer pour un contrat de 3 ans l'hiver prochain, là, quand on va pouvoir, il n'y aura pas de problème là. Mais on saisit ces opportunités-là, puis il y a tellement d'équipes qui sont passives sur le marché des joueurs autonomes, puis on se dit, on va attendre que ça ne marche pas, qu'il n'y ait pas l'offre à son goût, puis on va aller le chercher comme on l'a vu un peu l'hiver passé avec des Jordan Montgomery, des Matt Chapman, Bellinger et tout. Les Dodgers, eux autres, veulent rien savoir de ça. On veut un gars, ben tant pis, on va payer ce qu'il faut, on va donner les espoirs qu'il faut. De toute façon, on en développe 20 000 par année. Fait on va donner les espoirs qu'il faut, puis on va aller chercher les gars qu'on veut. Puis, gars, ça a marché. Si tu parlais d'avoir les moyens de tes ambitions, puis de dépenser à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, ben, les Dodgers sont capables de le faire. Puis, oui, la MLB a votre plafond salarial, mais gars, les règles sont faites comme ça. Les Dodgers jouent selon les règles, puis on a des ambitions élevées, mais on a des moyens élevés pour aller les chercher. Puis tu ne peux pas reprocher à une équipe de dépenser de l'argent. C'est aussi simple que ça. Puis les petits marchés, ils n'en veulent pas de plafond salarial. Les autres, ils engrangent les millions, puis juste à cause du partage des revenus. Donc, il n'y en aura pas de plafond. Fait que
aussi bien que les formations qui ont beaucoup d'argent la dépensent, puis justement la redistribuent. Puis c'est pleinement mérité, ce championnat, pour ceux qui disent que c'est un championnat acheté. Je comprends qu'il y a la perspective des gros marchés qui, oui, vont avoir plus de revenus, mais il y a des propriétaires qui ont beaucoup de revenus, on pense à Boston, puis qui ne dépensent pas. Mais oui. Non, c'est mérité, ce qui se passe présentement du côté de Los Angeles. Là. Messieurs, 1h30 plus tard, est-ce que la thérapie est terminée? Je sais pas ça me fait du bien quand même. Moi aussi, ça a sorti un peu de méchant. Je me sens un peu libéré. Encore fâché, encore déçu, mais ça a fait du bien. J'ai sorti du méchant aujourd'hui. Je vais mieux dormir que la nuit passée. Ah, ça, c'est sûr. J'imagine que ça ne doit pas être dur à battre. Non, effectivement. Tu n'as rien à voir là-dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Fait qu'écoute, merci à tous ceux qui ont commenté. J'ai vraiment pas pu mettre tous les commentaires qu'on avait. Il y en avait énormément, mais on les a lus puis on s'en est inspiré pour faire des questions. Donc, merci d'avoir participé à ce niveau-là. Merci, Félix, d'avoir été là pour jaser de balle avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir au podcast. Ben, merci à vous autres pour l'invitation, puis ça me fait plaisir d'être là quand vous voudrez m'avoir à nouveau. Sébastien, content que tu aies été là. Sébastien qui menaçait de boycotter le podcast. C'est bon. Finalement... Non, pas un boycott, juste une absence. C'est ça. D'ailleurs, juste en parlant de fin de podcast, il y a Denis qui nous mentionne « Belle saison, les gars, merci encore. » Je ne sais pas si tu voulais dire saison de baseball. Si c'est le cas, ben merci de toute façon de tes bons mots tout au long des podcasts, mais juste mentionner qu'on n'arrête pas cette semaine. Là. Nous, on va continuer un petit bout. On regardera justement combien de temps on arrête un peu dans le temps des fêtes. Là. Je ne pense pas que ça me tente de le faire un 25 décembre nécessairement, mais on regardera. On n'arrête pas tout de suite pour ce qui est du podcast qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast habituelles et sur le site de passionmlb.com. Donc, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Sébastien, qui, comme je le vois sur l'image, est gelé, donc c'est pour ça que j'avais décidé de nommer moi-même les plateformes. Donc, écoute, Sébastien qui nous dit merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente semaine de baseball.